Alors, bien mérité de fêter la fin d'année, il est temps de revenir sur cette première partie de saison du PSG 2018-2019. Les consultants vont tout dire ce soir, ce qu'ils ont aimé, ce qui leur a déplu, les évolutions qu'ils voudraient voir, leurs souhaits pour le mercato et plus encore. Drayas, gavé de foie gras, bonsoir. Foie gras, j'ai un petit peu de problème avec les canards, et sinon je voulais dire, je suis très déçu, t'as même pas dit bonsoir et je souhaitais joyeux Noël aux auditeurs. C'est une présentation très légère. Je finis toujours par les auditeurs, les gens les plus importants, s'il vous plaît. Je commence par le moins important d'entre nous, toi. Ah, tout à fait. Olivier, notre Père Noël à nous, qui est de retour, bonsoir. Salut à tous. Et bonsoir, enfin évidemment, à nos chers auditeurs, joyeux Noël, et bienvenue pour ce dernier podcast 2018. Au sommaire du jour, le jeu du PSG décrypté donc par nos deux consultants du soir, ce qu'ils ont vu de bon et est-ce qu'ils ont des points qui les chagrinent encore. Ensuite, on fera un bilan par secteur de jeu. Quels sont les joueurs qui les ont épatés ou ceux au contraire qui les ont un peu plus déplu. Et enfin, on fera donc un point mercato. Qui Paris doit-il recruter en priorité et de qui faut-il se séparer? On va commencer par le plus important, le jeu, la partie collective. Que pensez-vous des résultats du PSG? Est-ce que vous pensez que c'est du presque parfait ou est-ce que c'est un peu en trompe-l'œil? Une seule victoire en 4 matchs contre Naples et Liverpool. Et en Ligue 1, il n'y a pas vraiment de gros. On va dire qu'il y a eu une victoire contre Lyon qui a été un peu compliquée dans le jeu malgré la victoire 4-0. Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé? 5-0, c'est vrai. C'était 5-0. Oui, si on parle uniquement des résultats comptables, c'est difficile de dire autre chose que presque parfait. Quand on voit au niveau national, il y a déjà le premier trophée, le trophée des champions. En championnat, 17 matchs, 15 victoires, dont un record de 14 de suite, qui n'avait jamais été fait jusque-là, 2 nuls et aucune défaite. Le PSG, à la trêve, est premier avec 17 points d'avance sur le deuxième et 2 matchs en moins. Il a marqué 50 buts, il en a encaissé que 10. Même si la F1 et la L1 par contre est plus faible que jamais, il faut quand même être capable de l'écraser de cette façon-là. Et si on fait le bilan comptable en Ligue des Champions, il y a 6 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Bien sûr, dans l'absolu, c'est correct sans plus, mais l'essentiel, il est bien sûr ailleurs. On sort premier de cette poule dans le groupe de la mort, le groupe le plus difficile que le PSG QSI ait jamais rencontré, avec Liverpool et Naples. Donc je crois que sur le plan comptable, il n'y a pas de discussion à avoir. Pour la manière, on va en reparler après. Seb? Moi je vais lire la première phrase, la dernière phrase que j'avais écrite parce que je trouve qu'elle fait un rebond particulier à ce que disait Olivier. Donc je finissais par après dans les chiffres, mais Olivier en aura déjà parlé. Donc sinon pour moi il y a vraiment un point de pivot qui a été Liverpool et ce point de pivot il est même visible dans les résultats. On parlera comme l'a rappelé Olivier de la manière après. On peut constater qu'avant Liverpool, on était en mode cartonné en Ligue 1 et avec, mine de rien, quelques difficultés contre les gros. Rappelons que Lyon, le fameux match auquel tu faisais référence, c'était avant Liverpool. On était, je sais pas, c'était le tarif minimum, je crois, l'expression consommée, c'était le tarif minimum, c'était 3 buts. Et après, mine de rien, on a des victoires étriquées contre les petits de Ligue 1 et paradoxalement, contre les gros, on commence à être beaucoup plus consistant. L'équipe elle a fini première du groupe et c'est tout bête pour revenir sur la Ligue des Champions, c'est immérité, c'était la meilleure équipe de la poule et voilà. Après il y a un Napoli qui est sérieux mais qui est pauvre dans le jeu, il y a un Liverpool qui pour moi, même s'ils ont eu une victoire éclatante cet après-midi, qui est en deçà du niveau de l'année dernière. Voilà, sur le niveau comptable, il y a, comme l'a dit très bien Olivier, il y a que des satisfactions. Quand tu dis avant Liverpool, c'est avant le match aller ou retour? Retour, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas non plus joué de gros, en fait. Non, mais c'est un point de pivot dans la saison où il y a eu un avant Liverpool. Et le paradoxe qui est intéressant, c'est que justement en Ligue 1, on a commencé à avoir des difficultés contre les petits, alors qu'avant contre les petits, c'était facile. Et voilà. Donc au-delà des résultats, il y a la manière qui est secondaire pour certains et qui est importante pour d'autres. On va rentrer plus en détail du coup sur Tourelle. On va décortiquer ensemble son apport ou non. A priori, ce sera plus son apport. On va voir si vous avez été charmé par Tourelle. Déjà, est-ce que vous estimez que sa gestion du vestiaire est bonne, Drayas? C'est très difficile de répondre à ce genre de questions. Donc on voit qu'une partie des choses, on ne sait pas forcément tout. Mais il y a eu un mercato, faut se rappeler de ce mercato qu'on a vécu cet été où c'était plus la fête à la rétrocommission qu'autre chose. On a eu une première partie où c'était un mis à fond, puis après il a un petit peu retiré les boulons. Mais si on juge sur ce qu'on peut voir,
sur ce qu'on peut voir, on a des joueurs qui, dans leur immense majorité, sont poussés vers le haut et font les efforts supplémentaires. On peut parler de Marquis et de Silva, on peut parler de Neymar en 10, Bernat qui explose, mais on va en reparler après. Olivier? C'était avant, au moment de son recrutement, on se posait beaucoup de questions sur cet entraîneur qui était très jeune, qui n'avait pas de palmarès en dehors d'une Coupe d'Allemagne, qui n'avait pas d'expérience de la gestion d'un grand club et des stars qui forcément y sont associés, qui avait une réputation de manager à poigne et assez psychorigide. Et avec tout ça, on se demandait s'il allait vraiment être à la hauteur dans le contexte difficile qu'on connaît, qui est celui du PSG. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les doutes sont levés. Dans sa communication, qui est souvent quelque chose qui a péché ces dernières années, là, la communication externe et interne est impeccable, avec un apprentissage ultra rapide du français. Sa gestion du vestiaire, elle semble très bonne, hein, avec à la fois beaucoup d'empathie, de calinothérapie, de complicité avec les joueurs, à la fois une écoute, une persuasion par le dialogue, mais aussi une intransigeance sur la qualité et la quantité de travail. Et puis, sur la discipline de groupe, on a tous en mémoire qu'un entraîneur comme lui s'est cru autorisé à se priver pour un simple oratoire de Rabiot et surtout Mbappé avant un classico. Et ça, c'est quelque chose qui a frappé les esprits par rapport au laxisme des années précédentes. Enfin, il y a une capacité à obtenir une liberté d'action de la part de ses dirigeants, ce qui avait beaucoup manqué à ses deux prédécesseurs. Alors, est-ce l'effet d'une mise un petit peu à l'écart de ceux-ci par l'émir qui a décidé de laisser un peu plus les coudées libres à son entraîneur? On ne le sait pas. Et je crois que la preuve de ce succès de l'intégration de Tourelle, c'est qu'aujourd'hui, il fait l'unanimité auprès des dirigeants, des joueurs, des supporters et des observateurs, et c'était pas gagné avant son arrivée. Donc vous avez été plutôt charmé par sa gestion du vestiaire. Maintenant, on va parler tactiquement. Donc il a hérité, on le sait tous, d'un groupe assez déséquilibré par un mercato encore assez compliqué. Pour vous, qu'a-t-il réussi à tirer de son effectif, Brias? Avant de répondre à ça, j'aimerais revenir sur ce que disait Olivier en parlant de la communication de Thomas Tuchel, et juste pour remarquer un pattern qui est assez évident. En fait, il y a vraiment la communication juste après le match et il y a la communication le lendemain. C'est un côté chez Tuchel de la communication qui se coule deux effets. Où il y a le soir, on est dans la méthode couée pure, où genre tout est bien, quoi qu'il soit passé sur le terrain, et le lendemain, on a une lecture plutôt lucide des événements, et ce qui est appréciable, c'est des conclusions. Enfin, ce qu'il dit du lendemain, on voit qu'il le met en pratique la fois d'après. Il y a des exceptions à ça, mais on reviendra dessus. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'en ai pensé tactiquement? Pour moi, ça a été du pur génie, tout simplement. Par rapport à l'effectif, en soi, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire, mais compte tenu de l'effectif, ce qu'il a réussi à créer avec cet effectif, on a eu une période de tâtonnement. La seule chose qu'on aurait pu lui reprocher dans cette période de tâtonnement, c'est de ne pas poursuivre les risques qu'il prenait contre les faibles, contre les gros, ou à chaque fois contre les gros, mine de rien, on se retrouvait avec la même structure. C'était cette première partie avant Liverpool. Mais à l'arrivée, il a trouvé une formule en dépit du groupe, en dépit des manquements. Je me demande si Marquis n'est pas juste la réponse idéale au milieu, avec cette espèce de poste hybride où il est à la fois défensif et milieu, et il apporte, on le retrouve parfois à limite devant. Il est juste formidable. Il y a une question qu'on en arrive à se poser aujourd'hui, enfin en tout cas que moi je pose, quel milieu physique ferait mieux que lui? Et sur ces milieux, si on arrive à en sélectionner quelques-uns, parce que Marquis, c'est pas non plus rien au niveau passe vers l'avant, sur ces milieux, lesquels seraient bons tout en étant 30% du temps défenseur central. On peut aussi citer le décentrage de Silva, qui est libéré du côté rempart, premier rempart, et qui tout à coup, on a vu sur les derniers matchs, alors c'est plus récent que Marquinhos, ça date plus vraiment du dernier mois, du mois de décembre, mais on voit un Silva qui est devant, qui apporte une vraie plus-value, et pas seulement en défense. Et enfin, son entente avec Neymar, la manière avec laquelle il a géré Neymar, il est en train d'en faire un joueur qui, à chaque match, m'épate prodigieusement, qui devient un pion essentiel défensif, un pion formidable en attaque. Donc pour moi, sa gestion du groupe, compte tenu des manquements du groupe, ça tient du génie.
Olivier? Oui, moi je veux vraiment mettre l'accent sur le contexte dans lequel il a évolué quand il a pris cette équipe en main. Et il y avait quand même beaucoup d'événements qui étaient a priori défavorables. On sait les difficultés d'une mise en route lorsqu'il y a un changement de coach. On sait le côté difficile également des saisons qui suivent une grande compétition internationale avec des reprises tardives et décalées. Et puis le mercato où le PSG, sous la menace de l'UEFA, a donné l'impression de s'auto-interdire de recrutement, avec surtout la poursuite de la désertification du milieu de terrain. Il y a eu 0 arrivée pour 4 départs. Pastore, Lo Celso, Krikoviak et Mota qui a pris sa retraite. Au total, au sortir de ce mercato, c'est 12 départs pour 4 arrivées, dont 2 gratuites, Buffon et Choupo-Moting, et 2 paris qu'on ne connaissait pas tellement, Choupo, Kerrer. il n'est pas gratuit. Si. Ah si, tu étais en fin de contrat, Choupo. Excuse-moi. Et 2 paris, Kerrer, qui était un espoir, personne n'aurait misé un copec sur lui comme recrue du PSG, surtout la recrue qui a coûté le plus cher, et surtout Bernat qui était en déshérence totale au Bayern et qui semble avoir été pris plus pour le petit prix de son transfert que pour ses qualités. Et tout ça aboutissant à un effectif qui était profondément déséquilibré. Alors côté plus, il y avait enfin 4 défenseurs centraux et toujours 6 offensives de grande qualité. Mais côté moins, il y avait un seul latéral, à droite comme à gauche, puisqu'Alves et Kurzawa étaient convalescents. Seulement 2 vrais milieux, Diarra ne jouant plus, et un manque global dans l'effectif de garantie défensive, soit par manque de qualité, Meunier et Bernat, soit par manque d'implication des offensifs en général. Vraiment, au début de cette saison et après ce mercato, je me demandais quelle solution Tourelle allait trouver pour pallier ses défauts et obtenir un équilibre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas arrêté, en tout cas, de chercher ces solutions. D'un match à l'autre, et même d'une mi-temps à l'autre. Il est passé ainsi successivement du 4-3-3 un peu institutionnel de l'équipe depuis 5 ans, mais qui a montré ses limites sans vrai numéro 6 à Anfield. Il est ensuite passé au 4-2-3-1 en souffrance face à Lyon et lors des deux confrontations contre Naples. Et puis il a trouvé, comme l'a dit Drayas, avec ce match charnière du retour au parc face à Liverpool, de la formule mixte actuelle, avec ce 4-4-2 en phase défensive, qui passait en 3-5-2 en phase offensive, et qui a permis de battre Liverpool au parc, puis l'Étoile Rouge. Enfin, et pas des moindres, de son investissement, je crois qu'on peut porter à son crédit qu'il a su transmettre sa confiance et sa rage de vaincre à un groupe qui traînait un déficit mental chronique dans ces domaines depuis plusieurs saisons. La capacité à conserver, sous la domination adverse en deuxième mi-temps, la victoire au parc contre Liverpool en est pour moi un exemple éclatant. Je vais me permettre de réagir si ça t'ennuie pas. Alors déjà, pour faire un petit point sur Kerrer, Kerrer a été vendu 37 millions. À la base, il faut savoir qu'il valait 15 millions. Que Schalke a touché 15 millions. Et puis même à la base, Schalke voulait le vendre 15 millions et qu'il y a eu des histoires de rétrocommission qui se sont mélangées à tout ça. Et après, par rapport à ce que tu dis, Olivier, et quand bien même j'ai dit que pour moi c'était du pur génie, il y a quand même ce reproche que j'ai exprimé et qui était que effectivement on le voyait tâtonner. Pour moi il y a vraiment la phase avant le match retour au Liverpool et après. Là je parle du avant et où il était parfois complètement agaçant de le voir sur des matchs importants et notamment contre Lyon revenir à chaque fois sur quelque chose de classique, c'est-à-dire abandonner toutes les prises de risque qu'il tentait. Et c'est quand même assez notable, c'est-à-dire que on sentait, il y a vraiment eu un moment où moi j'ai eu peur en fait que la peur de Paris, enfin je sais pas comment qualifier ça, mais cette peur qui font que les coachs, n'osent plus prendre de risques ou etc. avait fini par gagner Tourelle. Et il y a le match de Liverpool qui m'a rassuré vraiment par rapport à ça, où on s'est retrouvé avec une prise de risque contre un gros. Mais il a fallu qu'on se retrouve dans cette situation d'extrême. Et avant, paradoxalement, et c'est peut-être au fond le seul défaut que j'ai vis-à-vis de Tourelle au niveau tactique, c'est plein d'essais, mais c'était des essais contre le petit qui ne se trouvaient jamais concrétisés contre les gros. Et ça, il faut quand même le mettre en avant. C'est peut-être le seul point faible de cette première partie de saison des essais du qui côté ont peut-être permis ensuite contre Liverpool d'avoir certains automatismes par contre. De toute façon. Je vous rajouter une petite chose, c'est qu'effectivement je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, notamment les changements, mais ces changements, la principale conclusion, c'est que ça a permis de changer les circuits de jeu. Ce qui était important, c'est qu'on est passé maintenant par une préparation côté où on finit dans l'axe, alors qu'avant c'était plutôt le contraire, on finissait surtout par des centres que Cavani coupait.
en construisant par l'axe. Donc c'est surtout là le grand changement et c'est ce qu'il fallait, je pense, avec les joueurs qu'on a actuellement. Je vais vous demander maintenant si vous pensiez, malgré tous ces points positifs, si vous pensiez qu'il pouvait encore mieux faire, Olivier. Sur le plan des résultats, à mon avis, comme on l'a vu dans ton introduction, non. Je crois que c'était difficile sur le plan des simples résultats de faire plus que ce qu'il a fait. Et puis surtout, moi je reprends la formule célèbre, à l'impossible, nul n'est tenu. Et il faut bien voir que c'est remarquable avec cet effectif qui est quand même bancal. Et on a tous eu beaucoup de craintes, surtout après le tirage de la Ligue des Champions, et jusqu'aux 2 confrontations contre Naples, où là, la majorité des observateurs étaient très pessimistes sur la capacité de Paris à sortir de cette poule, même à sortir de cette poule. Et je crois que moi je suis pas comme Draya. Je pense que je mettrais à son crédit ses tâtonnements. Il ne s'est jamais réfugié derrière une certitude. Il a fait progresser un peu la réflexion tactique de l'équipe en la mettant souvent devant les défauts d'une formule que peut-être ils auraient privilégiée. Ainsi, je crois qu'il fallait montrer à ces joueurs qui jouaient depuis tant d'années en 4-3-3 que c'était pas possible avec cet effectif-là. Et ça, il l'a démontré. Ensuite, le fait qu'il passe en 4-2-3-1 a montré qu'on était trop faible au niveau du milieu de terrain pour pouvoir faire porter l'effort à ce niveau-là et qu'on était souvent dépassé par des équipes qui alignaient 4 milieux de terrain face aux 2 nôtres. Et je pense que c'est petit à petit, à la fois lui, à la fois les joueurs, qui ont fini par se ranger à cette dernière définition tactique qui a permis de trouver un équilibre qui, à mon avis, est un peu miraculeux par rapport aux défauts constitutionnels de cette équipe. Alors, il pouvait faire mieux, peut-être plus vite, mais ça, on ne le saura jamais. Mais surtout, j'espère qu'il va pouvoir faire mieux dans l'avenir, maintenant qu'il a trouvé cette base. Et les facteurs d'amélioration me semblent résider dans l'amélioration des connexions entre Neymar et les 2 animateurs principaux du jeu de l'équipe avec lui, c'est-à-dire Verratti derrière lui et Mbappé devant lui, et puis un espoir toujours caressé mais toujours déçu d'une meilleure intégration de Cavani, qui reste un des points noirs de l'animation offensive. Mais est-ce que c'est vraiment soluble ? Je crois que maintenant on peut très sérieusement en douter. Yes. Alors déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, Olivier, je lui reprochais pas ces tâtonnements, hein. Au contraire, j'ai embrassé ces tâtonnements, j'ai été très très heureux de ces tâtonnements. Le seul reproche que je pouvais avoir, et encore une fois, je parle de reproche près le match retour de Liverpool, c'était le fait que ces tâtonnements ne se traduisaient pas contre les gros. Tout à coup, contre les gros, on se retrouvait justement avec quelque chose de classique et qui était installé. Pouvait-il faire mieux ? Je vais faire un petit peu plus simple que toi, Olivier. Pour moi, avec l'effectif, non, il ne pouvait pas. Ok, comme ça c'est net et précis. Au-delà du bien, il y a le beau. Est-ce que vous estimez que le PSG développe un jeu séduisant ou vous attendiez-vous à autre chose étant donné la réputation qui peut suivre Tourelle, qui venait avec la réputation un peu d'un Guardiola allemand, d'un tacticien qui cherche le côté esthétique du jeu en permanence. Il l'a répété d'ailleurs dans plusieurs interviews que la manière était pour lui plus importante que le résultat. Drayas, ton avis là-dessus c'est tout le paradoxe en fait. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois je suis sur le constat que non, il ne pouvait pas faire mieux compte tenu de l'effectif, mais non, on n'est pas à ce point-là. Quand on prend le fameux match de Liverpool, si on regarde, on a un match extraordinaire. Pourquoi ? Parce que Liverpool n'a pas un seul tir cadré du match. Enfin, si, on peut leur en donner un, c'est le penalty qu'ils obtiennent très généreusement par l'arbitre, mais sinon, ils n'ont pas un seul tir cadré du match. Et on a quelques mouvements offensifs intéressants, mais on n'est pas non plus dans ce qu'on pourrait appeler du beau jeu. C'est-à-dire qu'il y a encore des Everest à conquérir. Et donc, il y a ce paradoxe, c'est à la fois... Non, il ne pouvait pas forcément faire mieux avec cet objectif, et je ne suis même pas sûr qu'il puisse faire mieux en deuxième partie de saison. Mais on n'est pas encore dans le beau jeu, on n'est pas dans la tradition Leicester, on n'est pas dans les chemises roses, etc., etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire ça, et pour moi là-dessus, il manque un élément essentiel, c'est un deuxième milieu, pur milieu créatif. Je pense qu'avec Marquinhos, on a résolu une immense partie de l'équation. Marquinhos apporte presque un poste qui n'existait pas dans le football, et c'est grâce à Tourelle. Mais il manque un deuxième milieu créatif pour apporter de la sérénité à ce milieu, pour apporter plus de bases de relance, pour apporter plus de manières de profiter de la possession.
Et tant que c'est pas là, on n'aura pas la réponse pour justement avoir ce jeu léché auquel tu fais référence. Marquinhos, il nous fait un peu du Casemiro en fait. Alors j'aurais tendance à dire beaucoup plus que ça, dans le sens où Casemiro, oui, c'est ce qu'il nous fait, sauf que Marquinhos, il est 30% du temps en défense et il est 20% du temps bien plus haut que ce que Casemiro n'est jamais dans un match. C'est vrai, bon après il n'a pas Kroos et Modric non plus devant forcément. Olivier, toi ton avis sur ce facteur beau? Je suis pas sûr que Tourelle entende par beau la même chose que vous. Et quand il parle d'émotion dans le jeu, je pense que c'est moins le côté esthétique qu'il recherche que les qualités que souvent il rappelle en conférence de presse et qui peuvent se résumer en 3 mots: intensité, impact, vitesse. Et je crois effectivement que dans le foot moderne, c'est ces qualités-là qui donnent le plus de valeur à l'équipe et le plus de qualité dans le jeu pratiqué. Alors bien sûr, comme tout le monde, moi je préférais que les résultats s'allient à un beau spectacle, mais pour moi l'essentiel reste toujours le résultat et la cohérence du jeu proposé en regard du potentiel de l'équipe. Et puis il ne faut pas oublier que pour faire un beau spectacle, il faut être deux, et que malheureusement en Ligue 1, la majorité des équipes que nous rencontrons sont souvent recroquevillées en défense et ne pensent qu'à pas prendre une valise, comme on a pu le constater avec le triste dernier match contre Nantes. Alors les occasions de voir du beau football restent limitées à la Ligue des Champions. 6 matchs à côté de 19 matchs de Ligue 1. Et là, je crois qu'on a été gâtés avec des chocs entre des équipes qui mettaient aux prises leur rapport de force respectifs avec une belle intensité. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces matchs-là. Ouais, j'ai juste voulu réagir. En fait, si tu veux, quand je fais référence au beau, clairement, je ne faisais pas référence à la Ligue 1 et moi, je parlais plus du match contre Liverpool. Je ne sais pas si tu te souviens bien du match contre Liverpool. Il y a cette espèce de premier quart d'heure où d'ailleurs, je suis toujours choqué parce que même si maintenant ça a été explicité, sur le moment, je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'étais incapable de situer le système, mais quand on joue à 4, à 3, à 5, je comprenais plus rien. Et Liverpool ne voyait pas le jour. C'est-à-dire qu'ils mettaient pas le pied sur le ballon, ils passaient pas leurs 35 mètres, et ça a duré un quart d'heure. Ou d'ailleurs, dans ce quart d'heure, si on regarde, je suis sûr que si on regarde ce quart d'heure, on n'a pas forcément plus de possession de Liverpool, mais une possession qui est tellement plus intelligente. Et après, on est passé sur un autre match où ça a été admirable sur plein d'aspects, sur l'impact défensif, sur la générosité. Comment ne pas citer Marquinhos sur ce match qui était juste, mais littéralement dantesque. C'était plus un être humain sur ce match, sur plein de choses. Mais les 15 minutes qu'on peut voir, alors je peux comprendre que tu puisses ne pas forcément les voir sur un match, mais tu peux aussi avoir envie de les voir sur un peu plus que 15 minutes, et on est capable de le faire. Et je pense qu'on peut aller plus loin, en fait, mais qu'on est limité à l'heure actuelle. Là, je ne sais pas pourquoi on a réussi à le faire pendant 15 minutes. Je pense qu'on est limité à l'heure actuelle par l'absence d'un milieu en plus créatif, en plus de Verratti. Et je pense qu'on peut aller plus loin, et pense qu'on peut être plus fort. C'est-à-dire que je pense qu'on peut à la fois allier les résultats et encore plus prendre notre pied, comme ces putains de 15 minutes contre Liverpool qui étaient prodigieuses. Oui, mais là effectivement, tu cites l'opposition. Je crois que quand l'opposition, l'enjeu le mérite, ces joueurs-là, avec la qualité qu'ils ont, sont capables de hausser leur niveau de jeu à un niveau qu'on ne retrouvera jamais en Ligue 1 parce qu'il leur suffit de très peu de choses pour gagner. Ça, on est d'accord, mais contre Liverpool, la manière de jouer, alors autant le match après la 15e minute est tout aussi extraordinaire. Et si tu te rappelles, des 15e minutes où on n'essaye même plus de construire, on est juste en train de dégager. Mais ça reste très beau parce que l'impact que auquel tu étais en train de faire référence tout à l'heure était là, et il y avait cet investissement où chaque joueur était à 125%, était dans le dépassement de fonction, et ça reste très beau. Mais il y a ces 15 premières minutes contre Liverpool, je ne parle que de Liverpool, je ne parle pas de la Ligue 1, je ne parle pas du FC Nantes, mais tu pourrais te dire, tiens, ces 15 premières minutes, on pourrait les avoir plus longtemps. Et on ne peut pas les avoir plus longtemps parce qu'on avait vraiment qu'au niveau de l'effectif, et aussi magicien que soit Tourelle, il ne peut pas pallier à ces manques-là, mais tu peux te dire, tiens, ça pourrait être encore mieux en fait, pour peu.
qu'il n'y ait pas ces Tu manques-là. parles des 15 minutes où on trouve des relais partout et la balle avance très facilement. Voilà. Et où Liverpool, clairement, ne voit pas le jeu. Et où ensuite, c'est plus le cas et on fait un match extraordinaire, mais dans un autre domaine. Mais le truc, c'est sur ces 15 premières minutes, on n'a pas forcément plus de possession que Liverpool. C'est juste qu'on a, là où Liverpool est complètement dépassé les gens, il y avait une intelligence prodigieuse qui, elle, ne s'est pas produite sur le reste du match. Même si sur le reste du match, il y a d'autres qualités qui ont été formidables. Moi, il y avait mais comme tu le dis, le match contre Liverpool, c'est quelque part une nouvelle saison qui commence après un début de saison de tâtonnement. Là, Liverpool a ouvert des portes. Et je crois que ces portes-là, ça va être le travail maintenant de Tourelle, de continuer à les développer, à les ouvrir. Et je pense qu'on va voir un autre visage de l'équipe qui peut s'appuyer sur ce qui a été fait dans ce match-là. Je suis pas aussi enthousiaste que toi. À mes yeux, il y a quand même des gros manquements au niveau de l'effectif pour pouvoir justement aller encore plus loin que ça. Il y a les manquements dans l'effectif nous permettront pas d'aller plus loin que ça. En fait. Mais on va corriger ça au mercato. On en parle. On en parle à la fin, mais je suis pas sûr que ce soit le bon moment. Moi, je rajoute une dernière petite chose. Il y a un supporter de Dortmund sur Twitter qui disait que souvent avec Tourelle, il comprenait pas les compos au départ et puis à la fin du match, il disait ah ouais, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi contre Liverpool et j'adore ça. C'est quand j'ai vu le 11 de départ, je comprenais rien et à la fin, avec l'animation, parce qu'on s'attendait pas à cette animation, force d'avouer que c'était les très bons choix et j'adore ça, être surpris. Donc vous recevez Tourelle avec mention très bien. Je remettrai en main propre votre diplôme. Pas mention excellente, mais très bien. Très bien. Avec les honneurs, plus que les honneurs même. On va passer maintenant aux performances individuelles, si vous le voulez bien. On va commencer par les gardiens et on va commencer par Areola. Est-ce que vous êtes satisfait des performances du portier français, Draias ? Le truc, en fait, c'est que moi, Areola, je l'ai pas mal défendu en fin de saison dernière, où paradoxalement, ou c'était il y a 2 ans, je me souviens plus, c'est l'année dernière, où paradoxalement, quand on avait plus grand chose à jouer, c'est-à-dire qu'on était champion, c'était acté, qu'en Ligue des Champions on était sorti. Il avait sorti pas mal de très 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 bons matchs et j'étais attendons de voir, peut-être qu'il est capable de le faire et force est de constater que des matchs comme ça, il en a sorti un cette année, c'était avec l'équipe de France contre l'Allemagne, mais à Paris il n'en a sorti aucun. Il n'a pas fait les erreurs auxquelles il était peut-être coutumier, ou peut-être plein de gens voient les erreurs, moi je les vois pas forcément. La seule chose que j'ai vue, c'était un gardien qui était moyen, qui était médiocre, et je pense pas que ça tienne aux qualités individuelles du joueur. Je pense que c'est juste un joueur qui a un blocage mental, c'est son club de cœur, c'est machin, il a besoin de prouver, de briller, et il est juste pas adapté à Paris. Il faudrait qu'il parte de Paris et peut-être qu'il pourrait devenir le gardien que j'ai vu en fin de saison dernière, mais à l'heure actuelle, non, je suis pas du tout satisfait des prestations d'Areola. Olivier ? Moi, je serais pas aussi dur vis-à-vis d'Areola. Je crois qu'il traîne des débuts difficiles à l'époque où chaque frappe cadrée pouvait correspondre à un but. Moi, je pense qu'il a pris une autre dimension depuis ce temps-là. Son passage en équipe de France lui a fait beaucoup de bien, il a acquis de la maturité. C'est un gardien qui probablement ne va pas percer rapidement, c'est un gardien qui va avoir besoin d'un peu plus d'expérience, d'un peu plus de temps pour pouvoir continuer à progresser. Moi je pense qu'il n'a pas du tout atteint son niveau définitif et je l'ai trouvé en progrès en termes de sérénité, de commande de sa défense et il a fait globalement plutôt bien ce qu'il avait à faire. Maintenant, il reste un gardien qui n'est pas au niveau des meilleurs quand on considère les arrêts décisifs. Je crois que c'est ça qu'on peut un peu lui reprocher. C'est pas un gardien qui va vous empêcher de perdre un match. Il n'est pas encore comme ça. Mais moi, je ne le condamne pas définitivement et je pense que je continuerai à lui faire confiance. Je te trouve vraiment gentil, Olivier. Dans le sens où quand tu es en train de dire qu'il va pas faire des arrêts décisifs, c'est que des fois il fait pas des arrêts qui devraient même pas être des arrêts décisifs, mais il fait pas l'arrêt en fait. Il y a plein de fois où un petit pas en plus, un placement qui serait plus judicieux et il pourrait intervenir et ce qui serait presque un niveau, pas un niveau 0, mais un niveau de base pour un bon gardien. Et de facto, il s'est pris plein de buts comme ça cette saison, quoi. Ah si. Non, c'est le terme plein, si tu veux, le terme plein qui me semble excessif. Moi, je cherche les buts que vraiment il ne doit pas prendre. Mais non.
J'en vois 3 personnellement. Ouais, attends, ils sont l'un et l'autre dans la position de gardiens de grandes équipes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir très peu d'interventions à faire et que celle-là, bah, effectivement, si ils font On va une parler erreur, de ils la Buffon prennent en après. pleine tête. On Et va là, moi, parler de Buffon après. je ne vois pas nous faire perdre un match. J'ai pas le souvenir d'un Bordeaux, match qu'on ait perdu à cause d'Areola. match nul. Il nous coûte le nul. Il y a plein de Un fois. match nul. Ouais. Mais en même Ouais, temps, on n'a perdu qu'un match cette saison. Voilà. il y a plein de fois, où non, si, enfin, pour moi, et sincèrement, moi, je le défendrais vraiment. Enfin, tu pourrais demander à Basso, je le défendrais vraiment. À un moment, je disais, on doit lui laisser sa chance. Il est capable d'être très bon, mais à Paris, il y a un cap mental où il est jamais rassurant. Regarde le comportement de la défense avec lui. Bon, on va revenir après parce qu'on va parler de Buffon juste après, mais regarde le comportement de la défense avec lui et le comportement de la défense avec Buffon. Enfin, c'est le jour et la nuit. Et il y a un côté où t'es jamais rassuré quand il est dans les cages et je te trouve. Moi, j'étais pas trop dur sur Areola. J'étais plein d'espoir le concernant, mais là, pour le coup, je le trouve trop gentil par rapport à ses performances. Moi, je crois qu'il part avec un a priori défavorable. On a décidé que ce gardien n'était pas bon. Je On a, juge on- vraiment cette saison, Écoute, Olivier, hein. moi, je ne parle pas de toi spécialement, mais on décrit une défense qui n'a pas confiance en Areola. Je ne la vois pas personnellement avoir plus confiance en Buffon. Je crois qu'il y a beaucoup d'extrapolation par rapport à l'étiquette qu'il traîne et qui, à mon avis, n'est plus justifiée aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un gardien qui a beaucoup progressé en termes de sérénité, en termes justement de leadership sur sa défense. Je ne vois pas les défenseurs faire des erreurs pour l'empêcher d'intervenir, etc. Je ne le vois plus. Franchement, c'est Ah, mon impression à moi. c'est marrant. Moi, je trouve qu'effectivement, on a pu être trop sévère avec Areola, mais je trouve qu'il est resté le même qu'il a pu l'être quand il était prêté à Villarreal, par exemple. Après, Bon, on ne sera pas d'accord sur cette gestion, sur cette appréciation d'Areola, mais et ce n'est point grave. Olivier, tu étais tout chagrin après la signature de Buffon. Est-ce qu'il t'a en partie rassuré ou pas du tout? je suis toujours dubitatif sur le niveau résiduel de Buffon dans cette fin de carrière. On ne va pas discuter ce qu'a été Buffon. Il a été un des plus grands gardiens du monde. Je pense qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Et il a pris, notamment lors des derniers matchs, des buts qu'il n'aurait peut-être pas pris il y a quelques années. Ça a déjà été décrit et déploré par les supporters de la Juve l'année dernière. C'est un gardien qui a toujours été extrêmement brillant sur sa ligne, avec des réflexes extraordinaires. Bah, et maintenant, il a de temps en temps un retard à l'allumage qui me semble inquiétant pour l'avenir. Et puis, il continue à avoir les défauts qu'il a toujours eus, c'est-à-dire qu'il est quand même beaucoup moins rassurant dans les sorties et qu'il a un jeu au pied qui n'est plus le jeu au pied d'un gardien moderne. Donc aujourd'hui, bah, il fait pas une mauvaise saison. Il a fait quelques beaux arrêts, mais il a, comme Areola, encaissé quelques buts que peut-être il n'aurait pas dû prendre. Et je ne vois pas. Je pense qu'on a deux gardiens moyens, deux gardiens qui ne sont peut-être pas au niveau nécessaire pour un PSG qui vise la Ligue des Champions, mais je les mets sur la même ligne avec des défauts et des qualités différentes. Ok, c'est vrai qu'il a été fautif à Orléans et Belgrade, peut-être notamment. Drayas, ton avis? Je rejoins Olivier en partie, mais justement, c'est toute la différence entre Areola et Buffon. C'est que Buffon a fait des erreurs, alors qu'Areola a été moyen. C'est pour moi la différence entre les deux, en fait. C'est-à-dire que, et en même temps, je suis d'accord avec toi, il y a un point où il était indiscutablement le plus fort du monde, c'était dans les projections au sol, et il va juste un chouïa moins vite quand il se projette au sol. Et voilà. Mais je trouve que Buffon, justement, t'es tributaire d'une erreur. C'est-à-dire que d'un moment où il est moins là, où il se jette pas. Mais si tu veux, tu vois, enfin, si on fait le compte au niveau du début de la saison, Buffon en est à quelques arrêts décisifs. Alors, avec ma mémoire, ça va être difficile de les citer. Mais Areola, on est à aucun à ce niveau-là. Donc, à la fois, je suis d'accord avec toi. Ils sont tous les deux moyens, ils sont tous les deux limités par certains aspects. Aucun des deux n'est la solution idéale, mais entre les deux, il y en a un qui est une solution plus cohérente. Et je vais revenir sur le chapitre, même si tu m'as fait douter du comportement de la défense avec Buffon vs le comportement de la défense avec Areola. Je me souviens plus exactement sur les derniers matchs où justement on a vu Silva pu sortir et peut-être qu'Areola était là.
Mais d'une manière générale, j'ai l'impression qu'il y a quand même vachement moins de panique en la demeure quand Buffon est là que quand Areola. Alors après, peut-être, tu as raison, peut-être que c'est une impression héritée des comportements, pas des comportements, des commentaires globaux, mais j'ai quand même vraiment l'impression de le voir, moi. Si tu veux, ce qui me fait dire que la défense serait paradoxalement plus sereine avec Areola, c'est sur les coups de pied arrêtés, sur les balles en hauteur, où on sait qu'Areola va sortir alors qu'on n'est pas sûr que Buffon va le faire, parce qu'il est quand même moins à l'aise dans ce type d'intervention que sur sa ligne. Donc objectivement, vu leurs qualités respectives, je ne pense pas que la défense soit plus rassurée dans certaines actions par Buffon que par Areola. Possiblement. Okay. Et tu parlais du jeu au pied de Buffon, Areola, il a des difficultés dans ce domaine cette saison. Il est moins bon cette saison, je le remarque également, c'est vrai. À votre avis, est-ce qu'on doit maintenant trancher, en installer un, ou on doit continuer cette rotation qui est installée? Qui veut parler? Moi, je veux bien aller, mais je pense pour moi, mais par rapport à ce que je disais, pour moi, c'est un no-brainer. Ça doit être Buffon, en fait. Ça doit être Buffon dans les matchs importants. Il faut qu'on continue la rotation parce que, tout simplement, parce que Buffon n'est même pas, je pense pas que Buffon ait, à son âge, la capacité de rentrer dans un délire où je joue tous les 3 jours. L'exigence intellectuelle et la fraîcheur intellectuelle, surtout que ça demande, je pense qu'à 40 ans, tu l'as un petit peu moins. Mais passé ça, je pense quand même que ça doit être Buffon sur les grands matchs pour les raisons que j'ai évoquées. Même si Olivier n'est pas convaincu par ses arguments, moi je trouve vraiment qu'il est potentiellement, on a plus d'erreurs avec Buffon, mais sur son normal, au moins il pourra te gagner un match sur un arrêt, alors qu'Areola ne pourra juste jamais le faire et se prendra des buts trop faciles. Ça semble être Buffon sur les grands matchs. Toi, t'aimerais bien qu'on continue la rotation, mais par exemple que Tourelle dise maintenant Buffon est le numéro 1. Oui, je pense, oui. Alors après, pour la saison prochaine, c'est autre chose. D'ailleurs, les deux vont prolonger. Enfin, Areola a prolongé et Buffon va prolonger. Mais je pense qu'on n'a pas le choix, mais on va en parler. Toi, Olivier, ton avis sur la question? Moi, je pense que Tourelle ne le dira jamais, parce que le recrutement de Buffon est un recrutement qui n'est pas uniquement sportif, c'est aussi un recrutement d'image, un recrutement médiatique, et donc il ne dira jamais ces choses-là. Le club a fait re-signer Areola pour un contrat de longue durée, donc à mon avis, c'est qu'il a quand même confiance dans le potentiel de ce gardien. Moi, je ne ferai plus jouer les grands matchs à Buffon parce que je pense qu'il va faire des erreurs. Il est maintenant dans un état physique qui fait que dans les grandes confrontations avec des défenseurs, avec des attaquants très forts, très rapides, des grosses frappes, je pense qu'il va fragiliser l'arrière-garde. Et puis il y a aussi quelque chose qui me semble très important, c'est qu'Areola est un grand gardien dans les arrêts de pénalty, ce que n'a jamais été Buffon. Et ça peut compter très fortement dans les matchs à élimination directe qu'on va connaître. Areola, grand gardien de pénalty. Oui, il a arrêté 8 pénaltys sur les 12 derniers. Je crois que c'est. Non, il a vraiment un pourcentage. 8 sur les 12. Non, je sais plus. Enfin, en tout cas, il a un pourcentage. Il a un pourcentage très élevé par rapport au reste de sa profession dans cet exercice. À retrouver. Pour aller dans ton argument, United avec les Lukaku, les Feilani et tout ça vont avoir des gros jeux de tête, donc tu voudrais un gardien en plus qui sort pour ce genre de match, je suppose. Ok. On ne sera pas d'accord sur les gardiens, c'est pas la peine d'épiloguer, on se finirait par se répéter. Mais c'est le charme du foot. Les points de désaccord. On va passer maintenant à un autre poste, les latéraux. J'ai pris que ceux qui avaient fait 4 titularisations minimum, donc c'est pour ça que j'ai pas mis Alves dans le lot encore, ni Kurzawa évidemment qui a joué 0 minutes. Donc il y a Meunier, Dagba qui a un peu disparu suite à sa blessure malheureusement, Bernat, Diaby qui a souvent joué piston gauche dans un système à 3 comme Nkunku, et enfin Kehrer qui a joué les derniers matchs à ce poste. Qui est pour vous la principale satisfaction et à contrario la principale déception à ce poste, Drayas? Déjà pour commencer, Diaby, c'est discutable de le mettre ici. C'est là où il a le plus joué. Mais oui, mais paradoxalement, voilà. Je l'ai aussi mis en attaque. Hein. Pour moi, la principale satisfaction reste Bernat, surtout au vu de son départ. Rappelons-le que c'était un joueur, et ça reste un joueur quand il est pris en 1 contre 1 sur son côté, il va perdre le duel, mais c'est un joueur qui est capable, qui a l'intelligence de savoir se placer, qui est capable d'occuper les space, qui est capable d'intervenir avant, mais
on restera en danger quoi qu'il advienne avec Bernat à partir du moment où on se retrouvera dans la dernière situation. Donc pour moi, la principale satisfaction, ça a été Bernat. La surprise, défends mon chouchou, c'est gentil. La surprise, ça a été Dagba, même si on n'a pas. C'est après la révélation, après. Là, on parle de satisfaction, déception. Non, ouais, mais je me suis emballé. Pour moi, la révélation, c'est quelqu'un d'autre justement que Dagba. Tu peux le mettre dans la satisfaction. Dagba. On l'a pas assez suivi, mais c'est une surprise. On l'a pas assez vu. Mais Dagba, sur le peu de matchs qu'on a vu, on a vu quelqu'un de prometteur. J'espère on va en reparler après, mais j'espère qu'il sera prêté pour s'aguerrir. Mais je pense qu'on a peut-être un joueur qui peut être intéressant là-dessus. Il faut le voir évoluer. Il est encore très très jeune. Et la déception, c'est Meunier. Surtout à cause de son mois de décembre. Mine de rien, le foot, on est dans une vérité qui est très, très, très momentanée. On n'est pas dans une vérité de l'absolu. Où il est en train de piocher, c'est peut-être depuis l'enterrement de son grand-père, je crois, où il est clairement 18 crans en dessous. Et on a hâte qu'il se réveille. Olivier ? Pour une fois, je vais être totalement d'accord avec Darius. Pour moi, la satisfaction principale, c'est Bernat. Je dirais que c'est une satisfaction surtout matinée de soulagement, parce que quand on a vu ses débuts absolument catastrophiques, ça recoupait les impressions qui étaient relayées par les supporters du Bayern qui le descendaient de façon extrêmement violente. Et donc, on s'est demandé pourquoi on a été chercher un joueur comme celui-là. Et puis, une fois de plus, et c'est toujours comme ça avec Tourelle, il avait son idée pour ce joueur et il a su le remettre en selle avec un système de jeu qui lui convient parfaitement, où il a moins besoin de défendre dans une défense à 3, où il est quand même sécurisé dans son dos et où il peut exprimer sa grande finesse technique, sa disponibilité, et il lui a fallu aussi un petit peu de temps pour se remettre dans le rythme des matchs, parce que c'est un joueur qui avait joué très peu de matchs les dernières années. Et je crois vraiment que c'est pour moi la très bonne surprise à la fois du mercato et de ce début de saison. Alors moi je jugerai ni Diaby ni Nkunku, parce que je pense qu'ils sont mis là pour des problèmes de rotation et c'est pas vraiment leur poste. Et quant à Dagba, effectivement il a fait un bon début de saison, mais je crois qu'il a vraiment un déficit physique qui le rend inexploitable au très haut niveau, notamment en Ligue des Champions, face à la puissance des attaquants qui est en face de lui. C'est vraiment une brindille et je pense que ce joueur a besoin de s'aguerrir et un prêt, je suis d'accord avec vous, serait important. La déception, c'est également Meunier, parce que Meunier, c'est quand même un cadre de l'équipe maintenant. C'est quelqu'un qui, en plus, est habitué au système à 3, où il s'épanouit en équipe de Belgique. Et là, il stagne par rapport à sa dernière saison. À la fois défensivement, où il reste un danger. C'est un joueur qui ne sait pas contrôler la profondeur dans son dos, qui intervient souvent assez mal. Et puis même offensivement, qui est sa qualité principale, je l'ai trouvé moins efficace que les années précédentes, notamment dans les centres, où il a un déchet qui me semble difficile à accepter à ce niveau-là. C'est un des rares qui nous réveille quand même contre Naples et Liverpool au match aller. C'est vrai, mais son mois de décembre est juste. On a hâte de. Ben oui, inévitablement. Je vous rappelle que vous le mettiez souvent dans les tops jusqu'au mois de novembre. Oui, mais oui, peut-être. Mais on fait le podcast après un mois de décembre où c'est vrai qu'il a été en dessous de tout. On est tous d'accord. On est tous d'accord. d'accord. En dessous de tout. Et puis si on place le match de Liverpool au Parc comme un nouveau début de saison, c'est le match où il a perdu sa place au profit de Kerrer. Et je crois que là aussi, Tourelle a tiré déjà un certain nombre de leçons de la situation de Meunier actuellement. Et ok. Du coup, est-ce que vous avez une révélation à ce poste ? Tu viens de parler de Kerrer, Olivier, je suppose que tu... Oui, Kerrer, c'est un peu comme Bernat, c'est-à-dire c'est une satisfaction et une révélation et une bonne surprise, parce que moi je suis pas spécialement le championnat allemand et j'attendais pas grand-chose de Kerrer, qui était surtout un joueur qui avait été pris pour être le 4e défenseur central, un petit peu dans la rotation, se former à côté des très grands que sont Silva et Marquinhos. Il a fini par épater par sa polyvalence, un joueur qui peut jouer à tous les postes de la défense, et il a pris la place de Meunier en Ligue des Champions pour les gros matchs,
à la fois par ses qualités défensives supérieures et puis parce qu'il illustre totalement les qualités que cherche Tourelle dans l'intensité, dans l'impact au duel, et sans être ses qualités principales, je trouve qu'il n'a pas été ridicule offensivement, où là aussi, il fait des bons déboulés, où il essaye de centrer correctement. Non, vraiment, je crois que c'est une révélation à confirmer dans la demi-saison qui reste. Darius? Moi, j'avais pris le même joueur, mais du coup, je vais me retrouver à tempérer ce que dit Olivier. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce que tu as dit, même si on voit ses limites à spot de latéral, c'est clairement pas son poste. Les faiblesses offensives, en fait, elles sont rédhibitoires, et je le trouve plus cohérent dans l'axe. Même si pour moi aussi, à l'arrivée, c'est la révélation à ce poste. Pourquoi ? Parce qu'on attendait ce joueur en centrale et qu'on le retrouve en latéral, et que aussi pleines de défauts qu'aient été ses prestations, elles ont mine de rien été cohérentes et solides, et ça reste appréciable et surprenant. Et puis il faut peut-être le replacer dans l'équilibre général de l'équipe. Tourelle a longtemps tâtonné pour trouver une vraie efficacité défensive, et je pense que Kehrer participe à ça par ses qualités défensives principalement, parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs devant le ballon, et ces joueurs-là, ils n'ont pas forcément besoin d'un Kehrer très fort offensivement. Ils ont par contre besoin d'être sécurisés dans leur dos par un Kehrer qui est un très très bon défenseur. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de joueurs derrière la balle, perso. C'est d'autant plus tu as des joueurs devant que tu as besoin que les joueurs de derrière participent à devant. Pourquoi ? Parce que quand les joueurs sont devant et que les joueurs de derrière ne participent pas assez à devant, la balle n'arrive pas devant et tu t'en sors pas et tu finis par quelque chose d'assez statique. Moi, je pense que Kehrer peut être une solution selon le contexte. Est-ce quand dans un contexte où on va plus subir, comme ça aurait pu être le cas contre Liverpool, il a sa place. Après, à Belgrade, on a pu voir ses défauts, où Paris n'était pas pressé, avait vraiment le ballon, où on sent qu'offensivement, c'est pas le niveau de Meunier ou Alves. C'est mon avis sur la question, mais il est très légitime à ce poste comme un défenseur central. On va passer justement au centraux, ou juste avant, une petite question sur Alves, tiens, donc qui est revenu sur les derniers matchs. Est-ce que, au vu de ces derniers matchs et au vu de son âge et de ce que vous avez vu des autres joueurs, est-ce que vous pensez qu'il a toujours un présent à ce poste, ou vous souhaitez le voir reconverti à un autre rôle? Darius? Là-dessus, tu me lances. Moi, je pense que je vais invoquer mes problèmes de mémoire pour juger. Est-ce qu'il peut être titulaire déjà pour toi, tiens, question. Le truc, en fait, si tu veux, c'est que à cette aile, Meunier est tellement friable sur ce côté. Et Kehrer, on a parlé des limites de son apport à ce côté. Donc, je pense que Alves, en dépit de son âge, a mine de rien un rôle à jouer si Meunier ne se réveille pas. Mais par rapport à la question que tu posais, moi, Alves, ça fait depuis longtemps que c'est un fantasme de le voir milieu, un peu latéral. Et j'aimerais bien le voir tester ailleurs. Mais... Olivier? Non, moi je pense que c'est fini, Alves. On a eu un coup de sympathie quand on l'a vu revenir d'une si grave blessure aussi vite et rentrer très vite dans ses matchs. Mais je trouve que cette dernière prestation, il a montré ses limites physiques. Il a les mêmes défauts défensifs que Meunier. Il a maintenant un âge où il aura du mal à répéter des efforts. Je ne le vois plus que comme un joueur capable de participer à la rotation et de rentrer en fin de match pour pouvoir tenir la balle, pour pouvoir garder un résultat. Mais je ne le considère plus comme un joueur majeur de l'équipe. C'est ça, on a vu notamment sa bonne entrée contre Liverpool. Ça peut être un impact player qui peut dépanner à plusieurs postes sur 15-20 minutes dans les matchs à haute intensité. Et au fond, Olivier, tu dis la même chose. C'est-à-dire que tu dis que tu as envie de le voir garder la balle au milieu. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire peut-être que les capacités qu'il a en latéral qu'il n'a plus vraiment, compte tenu de sa capacité justement à savoir jouer avec le ballon, on pourrait peut-être profiter dans certains moments de cette capacité. Mais il le veut plus sur 15-20 minutes en fin de match, je crois, Olivier, c'est ça ? Et puis surtout, aujourd'hui, on va jouer forcément avec un milieu à 2 joueurs. Du fait que Tourelle a opté pour l'alignement des quatre offensifs, on va jouer forcément avec un milieu à 2 joueurs. Et là, Alves n'a absolument pas les qualités physiques pour pouvoir tenir un poste au milieu dans ces conditions-là. Du moins en Ligue des Champions, oui. Absolument. On va passer maintenant aux défenseurs centraux. Donc dans la liste, j'ai mis Silva, Marquinhos, Kimpembe, Nzoki et de nouveau Kehrer, évidemment.
Quelle est pour vous la principale ou les principales satisfactions et pareil, la principale déception à ce poste, Olivier? La principale satisfaction, c'est Silva, qui est un joueur qui a été critiqué, très critiqué, et à mon avis, mais que j'ai toujours défendu parce que, à mon avis, ses critiques étaient injustes. Et on voit bien aujourd'hui, avec d'autres consignes d'un autre entraîneur, c'est un joueur qui est capable de jouer beaucoup plus haut et d'entraîner son bloc avec lui. Et puis, dans un rôle de couverture et de compensation qui est absolument nécessaire dans cette équipe du fait des défauts défensifs de ses partenaires, notamment dans leur dos, il a rappelé qu'il était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans ce domaine, en rattrapant un nombre incalculable de situations. Si on veut trouver un joueur qui n'a peut-être pas permis à son équipe de gagner, mais qui a souvent empêché qu'elle perde, il faut désigner Silva. Et par ailleurs, à son âge, il garde des qualités physiques absolument hors du commun, où il est dominateur dans les 1 contre 1 et dans le jeu aérien, à la fois offensif et défensif. Alors, il sera jamais un très bon contre-attaquant, même s'il a les capacités techniques de le faire, mais on sent qu'il n'a pas beaucoup d'appétit pour ce type de rôle, qu'on le laisse être le meilleur défenseur de l'équipe, qu'on le laisse être le patron de cette défense. Moi, ça me suffit largement et je suis très heureux de voir qu'il est réhabilité aujourd'hui dans ce rôle-là. En ce qui concerne les déceptions, je dirais Kimpembe, parce que c'était un joueur qui était en pleine progression depuis 2 saisons et qui là stagne actuellement et qui se retrouve maintenant sous la concurrence de plus en plus vive de Kehrer. Il est encore trop sujet à son petit défaut qui sont les interventions mal maîtrisées, les fautes d'inattention. Alors il reste quand même dans nos défenseurs centraux, même si on reparlera de l'évolution de Marquinhos, celui qui a le plus d'appétit pour les prises d'initiative offensives. Et donc ça reste une de ses qualités. Mais bon, il va falloir qu'il se ressaisisse parce que là, il est en train de perdre un petit peu pied. Quant à Ensoki, c'est une déception, mais pas de sa faute. Je crois que les matchs ont montré qu'il n'avait pas encore le potentiel pour être un défenseur central totalement fiable au très haut niveau. Ouais, c'est-tu d'accord? Je vais revenir sur la déception de Kim. On est d'accord pour l'essentiel, sauf justement pour les relances. Le point fort de Kimpembe, justement, c'était ses relances et on le voit beaucoup sur le mois de décembre faire. Aussi. Mais même en début de saison, même en début de saison, on le voit beaucoup moins faire. Je pense qu'il essaye de trop bien faire, il essaye de trop faire ce que dit le coach. C'est un joueur qui s'est construit beaucoup en apportant satisfaction à ce que demandaient les coachs. Et là, je pense qu'il bug et il va falloir qu'il franchisse le cap. Il l'a pas encore franchi et je pense que oui, c'est la déception. Moi, pendant très longtemps, Kim, c'était ma référence. Je voulais que ce soit le capitaine, machin truc, et je pense qu'il a vraiment l'étoffe d'un capitaine. Il semble un peu perdu dans le système A3, non? Je pense pas que ce soit. Son apport offensif, justement. C'est possible. J'ai pas analysé. Enfin, j'ai pas d'éléments qui me permettent d'avoir un retour là-dessus. Mais dans les faits, on avait un joueur qui avait une insolence en tant que central et que cette insolence-là n'est plus. Et je pense plus, peut-être que c'est le système A3, je pense plus que c'est un joueur qui essaie de correspondre à ce que demande le coach et qui bug là-dessus, en fait. Mais bon, après, on est d'accord, la déception, c'est Kim. Pour Silva, alors là, on va en parler. Pour moi, Silva, c'est la satisfaction depuis début décembre. Non, justement. Avant non, après. Bien après. Pour moi, la première satisfaction en centrale, c'est Marquinhos, même s'il a un rôle hybride. Ça va aussi être la satisfaction. J'ai du mal à parler, excusez-moi. La satisfaction au milieu, mais c'est la grande satisfaction en centrale. Il est tout simplement stratosphérique. Et ce qu'on a pu constater depuis quelques matchs, c'est que Tourelle replace Silva sur la droite. C'est-à-dire que Silva, tout à coup, n'est plus complètement face à l'axe du jeu. Il n'est plus le premier dépositaire il n'est plus le principal responsable du fait d'intervenir. Et depuis quelques matchs, on n'arrête pas de voir Silva qui est devant. On n'arrête pas d'enfin voir Silva. Ce qu'on lui demandait depuis des années, on le voit le faire. C'est-à-dire que non seulement il est bon défensivement, mais en plus de ça, il apporte, alors pas forcément avec les sorties de balle au pied, mais avec une présence offensive. Et du coup, ça devient pour moi une immense satisfaction. Mais c'est vraiment depuis début décembre, en fait. Il a fallu d'abord l'avènement de Marquinhos, puis par l'avènement de Marquinhos, une fois que Tourelle a pris confiance en Marquinhos, il a décalé Silva.
Et là, Silva après apporte la pleine mesure de son talent. C'est-à-dire qu'à la fois, on profite de son immense talent défensif qui, lui, n'a jamais été discuté. Mais en plus de ça, on profite d'une personne qui est capable d'apporter le surnombre parce qu'il sait qu'il y a Marquinhos qui va être derrière à assurer le compte si jamais il vient et qui s'autorise à aller vers l'avant et devient extrêmement intéressant. Et enfin, on parlait tout à l'heure de Kerrer en termes de satisfaction au niveau latéral. Moi, j'ai aussi envie de le mettre en satisfaction au niveau central. Alors, il a quelques erreurs à son actif, il a des imprécisions, il a des sautes de concentration, mais on parle d'un jeune joueur. Faudrait me citer beaucoup de joueurs qui sont centraux à l'âge de 22 ans. Il n'y en a pas tant que ça. Et il a une capacité, alors pas forcément de sortie balle au pied, mais une capacité de possession, de savoir se positionner, d'occupation des half space. Alors il va pas se projeter autant que d'autres, mais d'anticipation. Je parle vraiment de la partie, je parle de la partie avec ballon où il est mine de rien très très intéressant et je l'ai beaucoup apprécié aussi à ce poste. Et est-ce que tu as une révélation, Draias ? C'est Marquinhos, mais c'est au milieu. Ok, on en parlera tout à l'heure. Olivier ? Non, j'ai pas de révélation. Les joueurs ont plutôt été au niveau qu'on attendait en dehors de Kim. Ok, on va passer maintenant au milieu. Donc, dans ma liste, j'ai mis Lassana Diarra, Verratti, Marquinhos, Draxler et Rabiot. Même question, principale satisfaction, principale déception, Draias ? Là-dessus, c'est un terrain où, mine de rien, on a eu relativement peu de surprises, à part Marquinhos, mais j'en parlerai dans le deuxième petit point. On a un Verratti qui est à son niveau, mais quand il est à son niveau, il est toujours une satisfaction, il est toujours une surprise, il est toujours fabuleux. On peut citer son match à Liverpool qui est dantesque. On a un Draxler qui, mine de rien, a gagné en consistance cette saison. Il est beaucoup plus consistant cette saison que les saisons précédentes. Il apporte de plus en plus. Après, côté petite déception, il y a Bernadette, déçu de ne pas l'avoir vu jouer, mais Tourelle doit avoir ses raisons. Pour ce qui concerne les deux autres, à savoir Lassana et Rabiot, est-ce qu'il y a vraiment autre chose à dire ? Je ne sais pas. La seule chose qu'il peut y avoir à dire sur Lassana Diarra, c'est que c'est quelqu'un de très positif dans le vestiaire, mais... Celso pourra en témoigner. C'est un autre débat. Kylian Mbappé dit des choses très différentes sur Lassana Diarra, et Lassana Diarra a un côté positif dans le vestiaire, que tu le veuilles pas. Sur les Français notamment. Olivier, ton avis ? Pour moi, la grande satisfaction, c'est Verratti. Verratti, c'est aussi un joueur qu'on n'arrête pas de discuter pour... j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et il a confirmé toute sa classe quand il est là et son côté indispensable quand il est absent. On l'a bien vu pour les deux matchs de Liverpool, il est absent à l'aller, il est présent au retour et beaucoup de choses changent. Je crois que c'est peut-être le meilleur joueur dans la capacité à jouer sous pression. Moi, il m'épate dans ses sorties de balles sous pression. Il est extraterrestre à ce niveau-là. Et le match contre Liverpool au Parc, il a en position offensive, alors que Marquinhos reculait entre les deux centraux, il a tenu le milieu à lui tout seul. Et on s'est même pas aperçu qu'il était seul à faire à la fois les récupérations, les projections, les passes. Il a fait un match absolument prodigieux. C'est un joueur qui est vraiment un des meilleurs de cette équipe. Alors, deux déceptions pour moi. Je mets d'abord à part Bernat parce qu'il n'a pas été utilisé. Et s'il n'a pas été utilisé, c'est probablement parce qu'il n'a pas le niveau de cette équipe-là. Et puis Diarra, qui est un laissé pour compte. Lui, il a plus le niveau depuis longtemps et ça reste une erreur de recrutement. Il a été recruté parce qu'il était gratuit et on voit bien le résultat aujourd'hui. Non, les vraies déceptions, c'est Rabiot et Draxler qui avaient pourtant une chance exceptionnelle de jouer, faute de concurrence dans le secteur. Alors c'est plus embêtant pour le premier que pour le deuxième parce que Draxler, c'est pas son poste de jouer au milieu, surtout dans un milieu à deux. À côté de leur grande qualité technique, il manque des trois ingrédients qui, à mon avis, sont nécessaires dans le jeu de Tourelle, qui sont l'intensité, la vitesse et la constance. C'est des joueurs, quand ça va pas trop vite, ils sont capables effectivement de faire des choses. Mais dès que l'équipe est en difficulté, c'est souvent les premiers qui plongent. Alors le premier va partir, et à mon avis, c'est une erreur à la fois pour le club qui a géré de façon catastrophique sa prolongation de contrat, et surtout pour lui, qui à force de s'être obstiné, de se tromper sur ses qualités, est passé à côté d'une possible carrière dans un rôle de sentinelle qui à mon avis, lui allait comme un gant.
Quant au second, Draxler, il continuera à jouer les utilités dans le groupe, surtout en remplaçant de Neymar, comme on l'a vu depuis que Neymar a été blessé en fin de saison. Mais je ne le vois pas avoir une autre influence dans cette équipe. Je trouve dur sur Liverpool quand tu dis que Verratti a été. Je trouve que tu minimises beaucoup l'apport de Marquinhos, qui a été énormissime sur ce match. Tu parles de récupération défensive. Il faudrait regarder le nombre de récupérations de Marquinhos à Liverpool. C'est prodigieux. Oui, bien sûr, je parle du match de Liverpool, enfin le match pivot. Et je diminue en rien la performance de Verratti sur ce match qui a été formidable aussi. Mais sur l'impact défensif, il y a eu un Marquinhos qui a été dantesque. Non, je te rappelle, et tu l'as signalé, que le système a été mixte dans ce match, puisqu'en phase défensive, c'était un 4-4-2, et là, effectivement, Marquinhos a apporté toute sa qualité défensive à Verratti dans la récupération, le contre-pressing, mais en phase offensive, Marquinhos reculait entre les deux centraux, on passait en 3-5-2 avec Verratti qui jouait là vraiment un rôle de régista, devant sa défense et derrière ses attaquants, et là, il a été tout seul dans cette position-là, et c'est là où il m'a véritablement bluffé par cette qualité et le volume de jeu qu'il a montré, même s'il a tendance à s'éteindre un petit peu en fin de match, ce qui est un peu son défaut constitutionnel. Je te rejoins pour partie, j'ai juste du problème avec le mot de Regista, mais on reviendra sans doute après. Olivier, toi tu en as parlé, donc pour revenir sur le cas Rabiot, un dossier est-ce que pour vous c'était un dossier dès cet été qui paraissait inéluctable? Et toi, tu as déjà répondu, Olivier. J'avais une question à poser. Est-ce que vous en vouliez plus aux joueurs ou au club? Drayas, du coup, répond. J'en veux ni aux joueurs ni au club. J'ai juste hâte qu'on arrête de parler du joueur. J'ai juste hâte que Rabiot s'inscrive au passé. Il y a eu trop d'histoires, trop de problèmes. Et là, maintenant, on continue de profiter en première ligne des Mundo Deportivo qui dit que la mère de Rabiot demande plus de machin. C'est juste ras-le-bol en fait des polémiques autour de joueurs, des polémiques autour de sa mère, des polémiques autour de machin, des polémiques autour de trucs. En fait, juste un vrai ras-le-bol du joueur. Et ce qui est assez fou, c'est que le ras-le-bol qu'on a au niveau du joueur n'est même pas dû à la qualité du joueur ou à son absence de qualité. C'est juste que d'histoires, que de complications, que de machins, que de trucs vivement qui se cassent et qu'on n'entende juste plus jamais parler de lui en fait parce que trop chiant. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je vais rajouter une mini déception, c'est vraiment léger. C'est juste que quand je vois Kriman et parfois sur le banc, j'aurais bien aimé avoir Bernedé ou Adli sur le banc, sorti de banc pour les matchs de Ligue 1. Je vais me permettre de répondre à ta déception dans le sens où encore une fois, il y a une tendance à s'enflammer sur les jeunes, une tendance à s'enflammer sur les capacités des jeunes, et d'une manière générale, on peut voir que les coachs les sélectionnent pas. Et il y a un moment où on pourrait se dire, tiens, faisons confiance au coach, et peut-être qu'effectivement, ces jeunes, une fois qu'il y a un petit peu plus d'impact physique, une fois qu'il y a un petit peu plus de pression, ils sont tout simplement pas prêts. Envisageons 2 secondes que les coachs, doivent faire face à leurs responsabilités et que mettre un jeune comme ça, surtout dans un milieu, prenons en compte notre milieu, tu lances un jeune dans un milieu comme ça, où le milieu est vraiment en putain de chantier et tu lui mets une responsabilité qui est énorme, tu peux le tuer, le coach peut se tuer lui-même. Il y a un moment où il faut accepter que les jeunes n'aient pas forcément leur place, qu'on n'est pas toujours dans Football Manager, tiens, il y a ce jeune prometteur, on va le mettre sur le terrain et on va voir ce qui se passe. Ça se passe pas toujours comme ça, il y a le facteur humain à prendre en compte. Et les choses ne sont pas aussi simplistes que ça. Je parlais de sortie de banc, notamment ne serait-ce que contre Orléans, où on voit un Riemann qui, lui, de toute façon, on sait, ne servira à rien. C'est juste là-dessus. Bref, on va passer maintenant à la révélation, si vous en avez, Olivier. La révélation, c'est Marquinhos. C'est évident, il a été recyclé en sentinelle. Moi, c'est exactement comme ça que je vois ce rôle, c'est-à-dire un joueur qui est capable d'évoluer au milieu de terrain, un petit peu en soutien dans un milieu à 2, en soutien défensif, et puis qui ensuite va en phase offensive reculer en défense centrale, ce qui permet d'ailleurs souvent à un défenseur central de se projeter, et j'espère que dans l'avenir c'est ce qui va libérer un peu nos centraux pour pouvoir se projeter vers l'avant. Pourtant, les choses avaient quand même très mal commencé à Liverpool, contre Liverpool à Anfield. Mais bon, il faut dire qu'il débutait dans ce rôle et puis qu'il jouait à côté de Rabiot. Ça n'a rien à voir avec lorsque tu joues à côté de Verratti.
Et il a été réinstallé dans ce même poste, à la surprise générale, hein, personne ne s'attendait à ça, contre le même Liverpool au Parc, où là, il a complètement explosé à la face du monde, associé à Marco Verratti. Et puis, autant on a pu lui reprocher d'avoir un réflexe de défenseur central et de se réfugier dans une position trop défensive, autant on voit d'apparition en apparition comment il développe les autres fondamentaux du rôle. Il garde toujours sa grande efficacité défensive, son impact, son sens de l'anticipation, son très bon jeu de tête, mais il y ajoute de meilleures performances dans les projections et dans les passes. Et je le vois en train d'évoluer un peu à la David Luiz, c'est-à-dire être un joueur qui est capable d'être aussi efficace en défense centrale qu'au milieu de terrain. Et c'est vraiment, alors que Tourelle manquait de solutions au milieu de terrain, la très très bonne surprise et la trouvaille géniale de cet entraîneur. Arias? Moi, j'avais adopté un ton un petit peu trollesque. Tout à l'heure, avez-vous une révélation en ce poste quand on parlait en défense centrale? J'avais dit Marquinhos au milieu. Et maintenant, avez-vous une révélation en ce poste en parlant des milieux? J'ai envie de dire Marquinhos mais en défense. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire plus loin que Luis. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier. Liverpool, donc toujours ce fameux match retour, a été un point de départ. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater sur les derniers matchs? C'est qu'on avait un Marquis qui était à la fois 4, 6, 8, 10 et attaquant. On avait un Marquis qui était absolument partout sur le terrain. On est en train de réclamer un Matuidi, etc., un tout-terrain, etc. Avec Marquinhos, c'est x10. C'est juste x10. C'est le mec est aussi central en plus de tout ce qu'il fait. Moi je le trouve véritablement extraordinaire et tout le mérite en revient à Tourelle et on a un joueur qui, alors en plus quand il est au milieu, et c'est assez paradoxal ça chez Marquis, quand il est central, il est incapable de faire des transversales qui sont utiles. Dès qu'il se retrouve au milieu des transversales, il en fait plein. D'ailleurs, à ce titre-là, je vous recommande d'aller sur le compte Mathieu Martinelli sur son compte Vimeo pour voir la vidéo qu'il a fait de Marquinhos où il montre justement tout l'apport qu'a ce joueur. C'est l'anticipation à tout va, mais on se retrouve avec des phases d'anticipation qui sont dans les 30 mètres adverses. On se retrouve avec des phases d'anticipation qui sont dans nos 30 mètres. Et il a été extraordinaire. Tourelle l'a réveillé. Et je pense que c'est un nouveau poste qui a été inventé, cette espèce de poste hybride. À la fois je suis défenseur, à la fois je suis milieu. Et je trouve que Marquis l'interprète à merveille. Alors quand tu dis tout terrain, pour moi tout terrain c'est plus un Pogba, un Kovacic. Autant je suis d'accord dans ses projections sans ballon et dans tout son jeu défensif, autant avec ballon, au niveau organisation du jeu, on n'en est pas encore là. J'ai comparé à Matuidi. Donc, oui, j'ai pas comparé à Pogba. Tu as dit 10, un 10, ça doit non, oui, alors oui, dans ce sens-là, je parle des positionnements sur le terrain. Et on se retrouve avec un joueur qui est utile dans toutes les positions sur le terrain, que ce soit en centrale, que ce soit au milieu, que ce soit devant, voire en attaque. Mais oui, comme l'a précisé Olivier, Marquinhos c'est d'autant plus utile que s'il a un Verratti et des joueurs créatifs devant. Dès qu'il va avoir un joueur un peu moins organisateur, ce sera plus compliqué. Mais c'est là où c'est le paradoxe, c'est que quand il se retrouve au milieu, mine de rien, en termes d'organisation, il est loin d'être aussi dégueulasse que ça, dans le sens où il a pas mal de projections longues qui sont très très bonnes et il en a fait, enfin il les fait. Il est pas dégueulasse. Il les fait régulièrement. Un peu plus que basique, vraiment un peu plus que basique. Bon, on va passer au dernier poste, les attaquants. Donc évidemment la MCN, Mbappé, Cavani, Neymar, auquel on peut rajouter Diaby de nouveau, Di Maria et Choupo-Moting. Donc pareil, même question. Principale satisfaction, principale déception, Olivier? La satisfaction, c'est la confirmation du duo, parce que moi je pense qu'il faut raisonner avec eux en termes de duo Neymar-Mbappé. Bon, on connaît leurs qualités individuelles et je crois qu'ils les ont encore affirmées dans un registre différent qui est plutôt dribbleur, perforateur, passeur, buteur pour Neymar et créateur, dévoreur d'espace, buteur pour Mbappé qui est en tête du classement des buteurs à semi-championnat avec 2 matchs en moins. Le recentrage de Neymar en 10 a été aussi une des très belles trouvailles de Tourelle, comme sa capacité à convaincre l'artiste d'adhérer à ce projet. Il lui a fallu un petit peu de temps pour bien assimiler le rôle, mais je trouve qu'il s'y épanouit de plus en plus. Il lui reste peut-être à apprendre la patience
pour ne pas trop redescendre chercher les ballons? Est-ce qu'il le conduit à marcher un peu sur les pieds de Verratti? Et ça, c'est un peu nuisible à l'équipe de l'équipe, surtout que ça le fait partir de trop bas et que ça l'oblige à dribbler 2 lignes de défense et il perd un petit peu de son côté surprenant et de son efficacité dans ce cadre-là. Mais ce recentrage a aussi permis de le rapprocher de Mbappé, ce qui était un facteur un peu péjoratif l'année dernière quand l'un jouait du côté gauche et l'autre du côté droit. Et on a même vu dans les derniers matchs Mbappé jouer à gauche de Cavani de façon à être encore plus proche de Neymar. Et je crois que ça, c'est aussi une voie de développement pour l'avenir. Bon, la déception, ça reste Cavani, qui peine toujours à trouver sa place à côté des deux autres, qui reste mal trouvé, mais aussi parce qu'il est mal trouvable, qui a des difficultés techniquement à participer au jeu, et puis qui déserte trop souvent l'axe. Il a tendance à se balader de tous les côtés du terrain. Il joue souvent sur les côtés, après avoir réclamé sur l'ère des Lampions du temps de Zlatan une position axiale qu'il n'occupe que très peu et qui permettrait pourtant de fixer les défenseurs centraux et de servir un petit peu de pivot et de relais aux autres. Est-ce que Tourelle va régler le problème Cavani? J'en doute de plus en plus. Arias. Pour répondre directement à la question, la satisfaction, c'est Neymar, et puis Neymar, et puis Neymar, et puis Neymar. Contrairement à toi, Olivier, je vais différencier les deux. Je vais différencier Mbappé et Neymar. On a eu un Neymar qui était en progrès en début de saison et qui a fini par littéralement exploser. On a eu un Mbappé où il a eu une période un peu plus délicate. Alors après, la difficulté pour juger Mbappé, c'est que même quand il a une période délicate, il est très décisif. Rappelons que c'est un des joueurs les plus décisifs sur l'année 2018. Il a des stats qui sont tout simplement hallucinantes. Mais il a subi une melonite aiguë en retour de la Coupe du Monde. Il y a un moment où il s'est un petit peu perdu dans les efforts, et mine de rien, c'est un des joueurs qui, petit à petit, il est en train de s'y mettre, mais qui met le moins de temps à s'adapter aux demandes de Thomas Tuchel. Alors après, en termes de niveau, en termes de capacité, il est tellement au-dessus qui reste sur le terrain et qui reste fondamentalement utile. Mais là où je suis parfaitement d'accord avec toi sur le rapprochement des deux joueurs, je fais vraiment la distinction dans le sens où on a eu un Neymar et stratosphérique, et j'ai pas autant de problèmes que toi avec le fait qu'il redescende en 8. Dans le sens où peut-être il fait moins de grillés devant, peut-être qu'il fait moins de... Mais il organise tellement bien, il relance tellement bien. Faisons référence au match de Liverpool. T'as des séquences entre... J'ai pas eu le sentiment d'avoir en fait Verratti et Neymar se marcher sur les pieds de l'un de l'autre. Au contraire, sur ce match, moi, oui. Mais c'était les premiers mois où c'était vraiment le cas. Alors, je parle sur ce match, après moi j'ai des problèmes de mémoire, mais sur ce match j'ai vraiment vu les deux joueurs être capables de se parler et de parler football d'une manière prodigieuse. Il y a des séquences où ils sont tous les deux en train d'organiser des contre-attaques et c'est juste extraordinaire. Bon, Mbappé, j'en ai déjà parlé, et même si j'ai des reproches envers le joueur, c'est impossible de pas le mettre dans les satisfactions quand on prend en compte à quel point il est décisif. Et je rajouterais dans les satisfactions Angel Di Maria, par ses buts importants, par son activité incessante, même s'il est prodigieusement agaçant, il reste une satisfaction à la fin de la saison par le fait d'avoir été décisif et d'avoir été décisif dans les moments importants. Ce but contre Naples, il y a but décisif et but décisif, celui-là l'est vraiment. Entre autres. Après, pour Cavani, tout ce que tu as dit, Olivier, est très vrai, et je pense que c'est irrécupérable comme toi. Après, j'ai envie de mettre en avant l'homme, rappeler un fait qui est tout bête, c'est que c'est un joueur qui a su gagner son chant auprès des supporters, et contrairement à Neymar, il n'a pas gagné son chant parce qu'il est venu, il a gagné son chant parce qu'il s'est battu, et il mérite notre respect, mais clairement, là, il y a un souci, et je pense que Cavani va partir à la fin de la saison, et voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose là sur Neymar et Mbappé? Bien sûr. Oui, je crois que sur Neymar, effectivement, là, on a tous en tête le match de Liverpool parce que tout a été parfait dans l'équilibre de l'équipe. Mais les matchs précédents, il y a eu justement ce problème où Verratti était obligé de reculer parce que Neymar venait lui prendre la place au milieu. Et puis, lorsqu'il joue dans cette position-là, autant Verratti, il est bon quand il n'est pas trop haut, autant Neymar, il est moins bon quand il est trop bas. Parce que il va toujours compter sur sa capacité
capacités individuelles extraordinaires, mais là c'est mission impossible quand tu dois franchir 2 lignes resserrées comme on a, ça me semble compliqué. Ça s'est réglé, ça a commencé à se régler avec Liverpool. Je pense que ça c'est une bonne base pour que l'équilibre entre les deux se permette qu'ils jouent dans leur meilleure position tous les deux. Et ça devrait être meilleur pour l'avenir. Quant à Mbappé, je crois qu'il a quand même un poste très difficile. C'est pas pareil d'être un joueur de milieu de terrain avec un peu de temps devant soi, avec de la place pour pouvoir évoluer, et puis d'être le finisseur. Or Mbappé, il a besoin d'avoir de l'espace. Il joue vraiment dans ce registre-là. Il faut que les ballons lui arrivent, donc c'est quand même plus difficile d'être constant. Il peine encore à son âge à être un central, je crois que ça, il n'a pas encore les capacités, à la fois la patience, à la fois l'abnégation pour jouer dans ce rôle-là, mais aussi mal servi ou aussi un peu moins entreprenant qu'il l'a été, il reste un joueur totalement décisif et aucune défense ne peut appréhender un match avec Mbappé devant. Quand on voit les valises qu'il est capable de mettre dans un match contre Lyon où il arrive à marquer 4 buts et il en rate tout autant, dans un match où le PSG a pourtant été un peu malmené, on voit ce que ce joueur est capable de faire. Donc je pense qu'il a encore plus de capacité devant lui par rapport à ce qu'il fait, qui est déjà extraordinaire. Alors, quand je parlais de Mbappé, je faisais plus référence notamment aux efforts défensifs. Après, pas seulement, même au niveau offensif, il y a des choses à redire, mais au niveau de l'attitude générale par rapport à l'attitude de l'équipe et l'attitude de Mbappé qui tout à coup avait une attitude qui était différenciée. Et je suis d'accord avec toi, c'est en train de se régler, mais il y a eu une période où c'était délicat. Après, sur le débat Neymar-Verratti, et notamment avant Liverpool, parce que, comme tu le dis très bien, c'est en train de se régler. Est-ce que c'est la faute de Neymar? Est-ce qu'on était en train de reprocher à Ibrahimovic, sous l'époque de Blanc, le fait de redescendre? Moi, personnellement, je ne l'ai jamais reproché. Pourquoi? Parce que la balle ne montait jamais. Et en fait, Neymar se retrouvait à cet endroit-là, tout simplement parce que la balle ne montait pas. Et maintenant que la balle monte, et les choses sont très différentes, et on est en train de le voir. Et un Neymar, tout le monde disait que Neymar ne faisait pas d'efforts défensifs avant. C'est pas vrai, mais c'est que Neymar faisait des courses entre le milieu et l'attaque, tout simplement pour essayer de créer des solutions. Il était dans un mode trop de courses. Et là, petit à petit, c'est en train de se régler. Et je pense pas que la problématique Verratti-Neymar vienne de Verratti et Neymar, vienne de l'incapacité qu'avait l'équipe à jouer ensemble au préalable. Et la capacité qu'a l'équipe de jouer ensemble maintenant fait que ça change complètement entre les deux. Pour finir un petit peu sur Mbappé, et je crois qu'il a 20 ans et on s'en aperçoit dans ses problèmes d'attitude. Et moi, je mettrais comme déclic le match de Marseille, où lorsque Tourelle l'a mis sur le banc, c'était pas simplement pour ce retard. Je pense qu'il pointait là aussi un certain laxisme de son comportement, comme Didier Deschamps l'avait fait après le match de l'Australie, où il est le joueur qu'il a pointé individuellement devant le reste du groupe. Je crois que c'est un joueur encore très jeune qui a besoin peut-être d'être un peu recadré de temps en temps pour ne pas oublier qu'il joue en équipe et qu'il n'est pas seulement le merveilleux soliste que le monde entier admire. On est d'accord là-dessus. Et oui, Neymar Verratti, c'est un peu l'œuf ou la poule qui est arrivé le premier. Chacun voit la même chose, mais chacun a une vision différente du pourquoi. On va passer à la révélation. Vous n'avez pas cité Choupo-Moting, donc j'espère que vous allez nous le citer en révélation, Draya, s'il te plaît. Non, moi en révélation, j'ai tout Neymar, puis Neymar, et puis Neymar. Neymar se révèle au monde aujourd'hui. Non, mais sans déconner, on pensait avoir un crack, on a un crack qui est un joueur d'équipe. Personne n'avait anticipé un Neymar à ce niveau-là dans l'attitude, dans la manière. Cette saison, du moins. Parce qu'à Barcelone, c'était le cas. Non, à Barcelone, il était au service d'eux, alors que là, il est le principal acteur, tout en étant au service de l'équipe. Personne n'était capable d'imaginer un Neymar qui puisse évoluer à ce niveau-là, à la fois au niveau individuel, mais en plus de ça au niveau collectif. Et il est extraordinaire. Les matchs avec Neymar apporte des solutions. Avant, on était suspendu jusqu'au mois de novembre. On était suspendu
on était suspendu aux solutions individuelles qu'apportait Neymar, et maintenant on a un joueur qui est éminemment collectif, que ce soit sur le chapitre défensif, que ce soit sur le chapitre offensif. Il est extraordinaire, et pour moi c'est la révélation. Personne ne l'attendait à ce niveau-là, quand même c'est un meilleur joueur du monde. Je pense que pour moi à l'heure actuelle c'est incontestablement le meilleur joueur du monde, sans photo. Oula, Olivier. Bon, sans parler de révélation pour Neymar, je voudrais pointer aussi à son crédit quelque chose qu'on a oublié parce qu'il a été irréprochable cette saison de ce point de vue-là, c'est son comportement. Il sortait de matchs de Ligue 1 où il était tombé parfois dans la provocation un peu gratuite, et surtout d'une Coupe du Monde où il était la risée de tout le monde parce qu'il avait simulé, parce qu'il avait accentué des choses. Et là, curieusement, plus personne ne parle de la face sombre de Neymar. Il a complètement gommé ce côté un peu désagréable de son jeu, et on ne l'admire plus que pour le reste qu'il a effectivement porté au maximum individuellement et collectivement. Donc pour moi la révélation c'est Diaby. C'est pas la révélation défensivement parce que c'est un attaquant, mais c'est vraiment des jeunes, et on peut pas reprocher à Tourelle de ne pas faire confiance aux jeunes. C'est des jeunes, celui qui a franchi le plus vite le palier et qui est devenu un joueur à part entière de l'effectif, actuellement en impact player plus qu'en titulaire. Parce que à chaque fois qu'il rentre, il est toujours satisfaisant par son culot, sa vitesse, sa qualité de dribble et ses prises de risque à la frappe. Il a marqué un certain nombre de buts et des décisifs. Il a aussi été intéressant en piston, mais je crois que son vrai poste, c'est ça, c'est d'être un peu le trublion de l'attaque qui est capable d'apporter quelque chose en fin de match. Et ça, c'est un joueur qu'il faut absolument garder et faire progresser au contact des grands attaquants de cette équipe. C'est, mis à part Mbappé, le joueur le plus décisif de Ligue 1 de moins de 20 ans. Mais je me permettrais quand même de mettre un haut là sur l'enthousiasme qu'il y a autour de Diaby, où tout à coup Diaby deviendrait presque un des potentiels meilleurs joueurs du monde. Personne ne dit ça. Oh, si, ça se voit sur beaucoup de commentaires, etc. Ne lis pas Twitter, mon ami. Où Diaby est un très très bon impact player, comme vient de le rappeler très justement Olivier. Mais il est très très loin des tout meilleurs, et il a encore beaucoup de progrès à faire. Peut-être le deviendra-t-il, mais il a encore beaucoup de boulot. Je pense qu'on est... C'est ce que nous disons sur le Club Paname, nous savons garder la mesure, sauf peut-être pour célébrer Neymar comme tu le fais. Mais sinon, objectivement, Olivier, il est hallucinant Neymar cette saison. Personne n'attendait. Je veux dire, tu avais la phase où tout le monde était en train de reprocher à Neymar ses 30 touches de balle. Etc. Donc peut-être, mais personne n'attendait un Neymar à ce niveau-là. Collectivement, je te parle pas individuellement, mais collectivement, il est oufissime. Oui, et j'associerais Tourelle à cette transformation Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais si on juge juste le joueur, personne n'attendait à ce niveau-là. C'est ouf. Neymar heureux dans la vie, Neymar heureux sur le terrain. Je vais vous demander très vite, sans réfléchir, si je dois vous dire un top 3 effectif, top 3 flop, top 3 top, Drayas. Alors, il y a Neymar, Verratti et Marquinhos. Flop. Flop va Meunier, mais ça me fait mal c'est le premier auquel je pense, mais c'est le premier que je mets. Rabiot, je ne compte même pas, donc voilà. C'est trop vite, je ne peux pas répondre. Olivier. Les mêmes tops que Drayas, et en flop, Rabiot, Cavani, et j'en ai pas d'autres. Ok, moi j'aurais mis Tourelle dans le top 3 à la place de Marquinhos. Ah, Marquinhos aussi. Verratti, Neymar, Tourelle. C'est pour moi ça. Marquinhos il doit y être. Ah, chacun son trio. Marquinhos doit y être. Avant de passer au mercato, donc suite à ces louanges et quelques critiques, pour vous, quel est maintenant l'objectif minimum que doit se fixer le PSG au vu de cette première partie de saison, notamment sur le plan européen, Drayas? On est dans une première saison de Tourelle, donc pour moi, une première saison, on n'est pas dans la saison où il faut se fixer des objectifs. Alors, on a atteint le minimum syndical avec le Paris Saint-Germain, à savoir qu'on est champion à moins d'un immense accident. On n'a pas d'objectif à fixer, et paradoxalement, c'est parce qu'on n'a pas d'objectif à fixer que c'est peut-être la saison là où on aurait des objectifs à fixer, on se casserait la gueule. Là, on n'a pas d'objectif à fixer. Mais non, on verra jusqu'où ça nous mène, tout
simplement. Et toi, Olivier, est-ce que pour toi, battre United est obligatoire? Pour moi, tout va dépendre du mercato. Et dernière petite question, vous préférez battre United et ne pas gagner les coupes nationales ou l'inverse? C'est une question. Il y en a certains qui préfèrent gagner les deux coupes. Hein. C'est des sécuritaires, c'est des gars qui jouent. Je pense que la problématique, elle se pose pas dans le sens où les deux coupes, tu les gagnes de toute façon, même en mettant l'équipe 18. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, on va passer maintenant à la partie Mercato, on va un peu se projeter. Donc évidemment, on parle beaucoup de l'absence de milieu, Tourelle notamment, qui lui dit qu'il lui faudrait un autre Verratti, un autre Marquinhos dans l'idéal. Donc pour vous, au milieu, il faut recruter quel profil? On parle aussi bien de joueurs physiques, mais avec une technique un peu basique. On parle de Doucouré ou de Gueye. Et on parle aussi bien de profils un peu plus créatifs, mais qui peuvent être un peu plus légers physiquement, comme Ramsey, Fabregas, Paredes. Après, il y a beaucoup de rumeurs qui sont vraies, d'autres qui sont fausses. Pour vous, quel est le profil dont on a le plus besoin à ce poste? Si vous avez des noms, vous pouvez les citer. Seb. Excuse-moi, je m'appelle Rayas. Rayas, excuse-moi. Petit moment où je me la pèse. Pour moi, déjà, il y a un truc à prendre en compte, c'est que la rumeur de Young complique. Oui, mais ça complique toute la lecture de cet hiver parce que si tu recrutes le créatif, dans les deux profils qui ont été ciblés, si tu recrutes le créatif cet hiver, est-ce que tu n'es pas en train de mettre une épine dans le bois pour avoir De Jong cet été, etc., etc. Moi, mon fantasme, c'est d'avoir De Jong, Verratti, Marquinhos en hybride, Neymar qui reste en 10, à la fois 8 et attaquant. Et j'ai pas envie de renoncer à ce fantasme. Donc, de facto, moi, j'ai envie de croire à cette rumeur de Young. Donc, pour moi, le créatif ne doit pas être recruté cet hiver. Est-ce que c'est pour autant que j'ai envie d'avoir un mec avec une technique rudimentaire? Non, parce que je pense qu'un mec avec du technique rudimentaire, on a déjà eu l'exemple avec Stambouli, on a déjà eu l'exemple avec Krychowiak, et on a fait le tour de ces exemples-là. Mais il y a peut-être des mecs qui sont entre les deux. Il y a le mec de Salzbourg là, mais je le connais pas. Samesaku. Voilà. Samesaku, pardon. Voilà. Mais je connais pas. En fait, moi, je suis incapable de citer des noms parce que j'ai pas assez de connaissances. Mais voilà, je pense entre deux. Tu veux ton milieu tout terrain. Moi, ce que j'aimerais, c'est un remplaçant à Marquinhos. Tout simplement. Ok, donc tu es comme de l'avis de Tourelle, il faut un autre Verratti, un autre Marquinhos. Pour l'instant, l'autre Marquinhos et l'autre Verratti, ce sera pour cet été, possiblement De Jong, et ce ne sera pas un autre Verratti, ce sera Verratti De Jong avec Marquinhos qui sera derrière, à la fois en centrale et à la fois en milieu. Très bien, Olivier, toi ton avis? Moi, je crois qu'après la mise à l'écart, voire le départ de Rabiot, qui laisse comme seul milieu Verratti, le recrutement dans ce secteur est encore plus impératif. Et c'est pas une recrue qu'il faut, c'est deux, pour compenser au moins quantitativement le nouvel appauvrissement du secteur. Maintenant, si le club doit recruter, est-ce qu'il le peut? Et là, on est obligé de faire référence aux limites économiques sur lesquelles pèsent les menaces de sanctions du UEFA. Alors, deux recrues, oui, mais pas forcément des deux tops qui ne sera pas accessible. En sachant que ces tops, on pourra peut-être les avoir au mois de juin plutôt qu'en cours d'année. En se rappelant aussi qu'avant de faire le parcours parisien que l'on sait, les recrues de janvier qui étaient Maxwell et Alex étaient remplaçants dans leur club. Donc, il y a probablement des bonnes affaires à découvrir. Alors, quel profil? Moi, je ferai confiance à Tourelle. Et pour une fois, je donnerai au coach en place ce qu'il souhaite. Et tu l'as rappelé, ce qu'il souhaite, c'est un deuxième Verratti et un deuxième Marquinhos. C'est-à-dire soit un 6-8 et une sentinelle. Alors, deuxième Verratti, ça n'existe pas. Ou alors, c'est inaccessible financièrement. Paredes, s'il est faisable, me plairait bien. Ou je relancerai Fabregas si on est sûr qu'il n'est pas trop cuit. Quant à Ramsey, ça me semble trop fragile avec des blessures à répétition. Ça, j'écarterai. Et le deuxième, Marquinhos en sentinelle, capable de tenir le rôle hybride du Brésilien, avec peut-être un peu plus de qualité avec le ballon. Moi, je voterai Weigl, parce que c'est ce joueur-là qui, à mon avis, pourrait nous apporter un plus. On est un peu rassuré sur son état physique. Il ne joue plus titulaire à Dortmund. C'est peut-être le bon moment de faire un bon coup avec ce joueur-là que Tourelle connaît parfaitement, qu'il veut et qui est encore très jeune et donc capable de progresser avec cette équipe. Et si vraiment on ne pouvait pas faire ça, je préférerais Doucouré, qui me semble plus complet que Gueye. Car Alan, qui là aussi m'intéresserait, reste probablement inaccessible sur le plan financier et sur le plan du désir de Naples de s'en séparer.
Doucouré, il demande 40 millions, donc c'est sûr que Doucouré pour 40 millions, c'est pas... Non, mais les prix, on n'en sait rien, ça c'est des Donc, bras de fer. à quel prix, jusqu'à quel prix, Bah, Doucouré? le prix qu'on peut mettre, hein, tu sais pas, je ne sais pas quelles sont vraiment les possibilités du PSG, mais je pense que le PSG, de toute façon, n'a pas le choix. Il s'est lancé dans une fuite en avant en engageant Neymar et Mbappé. Il faut donc qu'il trouve les moyens d'amortir ce transfert alors qu'on l'empêche de pouvoir compter sur les sponsors liés au Qatar. Il faut qu'il trouve des ressources en dehors de ça, et ces ressources en dehors de ça, il ne les trouvera qu'avec un bon parcours en Ligue des Champions, qui permettra de faire tomber l'argent UEFA et d'exposer les vedettes médiatiquement. Donc, quitte à prendre des risques, autant casser encore un peu la tirelire et prendre des bons joueurs qui sont indispensables pour continuer le parcours en Ligue des Champions. Si on la joue petit bras, eh ben, on se plantera et on risquera de perdre l'un ou l'autre. Très bien, j'ai vu Dreyas rugir au moment où tu as dit profil Marquinhos Weigl, donc je vais lui donner la parole. Déjà déjà dans l'absolu, Weigl, j'en veux pas. Je vais m'expliquer là-dessus. Weigl, c'est un joueur qui est délicieux avec ballon, mais justement son ballon, je l'ai trouvé infiniment discutable. Je l'ai pas vu assez pour tirer des conclusions définitives. Et à l'arrivée, de toute façon, faudrait que je fasse confiance à Tourelle. Et si Tourelle le veut, il sait mieux que moi ce qu'il veut. Mais sans ballon, Weigl, j'avais l'impression de voir un Stambouli, un mec qui passait son temps à se planquer pour ne pas recevoir la balle. C'est ce que j'ai vu sur les matchs que j'ai vus. Et de toute façon, Weigl, c'est clairement le profil sentinelle créative. C'est clairement pas le profil, le profil milieu à la Marquinhos. C'est pas un mec qui va récupérer beaucoup de ballons. Si tu peux comparer avec je sais pas, les Doucouré ou Gay, il y a pas photo. Et oui, c'est des joueurs qui vont pouvoir récupérer le ballon en avançant, mais c'est pas ce qu'on attend d'un joueur physique à la Marquinhos. Doucouré est un 8-10 qui récupère peu de ballons. Oui, mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'on attend d'un joueur à la Marquinhos, c'est plus un joueur au profil Verratti. Et indépendamment de Weigl, indépendamment de tout ça, il y a cette putain de rumeur de Jong. Parce que, justement, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Marco Verratti en Regista. Moi, Marco Verratti en Regista, j'y crois pas une seule seconde. Parce que Marco Verratti comprend très bien le jeu sur le moment, mais il est incapable de comprendre le méta-jeu. À la différence de Jong. De Jong, tu vois son match contre l'équipe de France et tu vois un certain nombre de matchs qu'il fait, c'est un joueur qui est capable de comprendre quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut ralentir. Il a ce côté Mota que Verratti n'aura jamais. Et t'as la possibilité de recruter De Jong. Tu vas recruter un milieu qui va peut-être s'installer pour te priver de Jong. Moi, j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Donc pour moi, ces profils-là, que ce soit Weigl, que ce soit Paredes, que ce soit, parce que Weigl, clairement, tu peux pas le mettre du côté de la recrute de Marquinhos. Et que ce soit tout ça, pour moi, il faut oublier. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est juste un milieu qui sera un 8, qui aura un impact défensif plus important. Et voilà. Alors, Weigl, il avait un. Vas-y, Olivier, pardon. Oui, tu peux oublier De Jong. Ils sont qualifiés en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour cet été. Pour cet été. Non, mais là, je te parle de l'urgence. L'urgence de ne pas gâcher cette saison. Mais dans l'urgence, pour moi, si tu veux recruter un mec qui a ce profil-là, c'est s'interdire la possibilité de recruter De Jong cet été. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de m'interdire, en fait. Attends, on n'a plus qu'un seul milieu. Même si tu prends deux milieux, il n'y en aura pas de trop l'année prochaine. Il n'y en aura pas de trop. Non, ça je suis d'accord. Mais Marquinhos déjà est milieu. Et ensuite... Non, Marquinhos est milieu. Je ne suis pas sûr que s'il y avait eu d'autres solutions en magasin, Tourelle aurait fait jouer Marquinhos milieu. À l'arrivée. Marquinhos continue à affirmer qu'il prend ce poste-là pour dépanner, mais qu'il veut rester défenseur central. Donc c'est une solution de bricolage qui a merveilleusement réussi, mais on ne peut pas envisager de faire un parcours en Ligue des Champions avec les seuls Verratti et Marquinhos. Il faut forcément que les postes soient doublés. Je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, si tu as la possibilité de prendre Paredes cet hiver et qui, soit dit en passant, coûterait 50 millions d'euros. Non, mais on ne sait pas tout ça. On sait pas. A priori, parce que le club n'a aucune raison de s'en séparer. Il n'achètera pas. C'est comme aller chercher Brozovic, qui serait infiniment meilleur que Paredes, mais l'Inter Milan n'a aucune raison de s'en séparer. Il y a une solution qui s'appelait Lo Celso.
Oui, C'est un petit troll, c'est un petit ça, troll. c'est passé. Mais ce que je veux dire, non, je sais plus où j'en étais. Mais Si bon, tu étais sur De Jong, il ne faut pas recruter un joueur qui peut oui, empêcher mais de en recruter fait, si tu veux, c'est juste, tu peux raisonner par rapport à la Ligue des Champions cette année, ou tu peux raisonner par rapport à l'équipe l'année prochaine. Et moi, tu vas en entre-deux. je choisis de raisonner par rapport. Non, clairement, je choisis de raisonner par rapport à l'équipe l'année prochaine. Tout Et en je voulant- choisis effectivement, de facto, on n'a pas besoin d'un milieu, au minimum deux, parce que, enfin, tout dépend comment on joue. Tu vois, si tu joues avec Verratti et De Jong au milieu, avec Marquis en espèce de sentinelle libre, tu sais pas comment le qualifier, bah, tu as au moins besoin de deux autres mecs. Et donc, tu as De Jong et a priori, tu as deux autres mecs. Donc, on a besoin de recruter. Mais, j'ai pas forcément envie de mettre en déséquilibre ce qu'on a trouvé là. Et le truc, c'est que Marco Verratti va sortir, ça va être une souffrance. On pourrait le remplacer par un Paredes, mais je choisis cette souffrance pour l'année prochaine en choisissant De Jong. Je suis pas très Mais clair, l'année prochaine, si jamais cette année-là se finit mal, c'est-à-dire si on sort prématurément encore une fois de la Ligue des Champions, tu risques de gréver fortement les possibilités de recrutement de l'année prochaine. On a absolument besoin de faire un parcours le meilleur possible en Ligue des Champions. Sinon, tu risques de perdre ou Neymar ou Mbappé. Moi, j'en suis convaincu depuis le départ. Et donc, on a besoin de trouver un meilleur rapport qualité-prix pour au moins, même si tu comptes comme titulaire Marquinhos et Verratti, on a au moins besoin de doubler ces postes, parce que sinon, si jamais Verratti, et on le sait, il risque d'être suspendu, il le comme sera. d'habitude, voilà, il le sera, il peut y Il le avoir des sera. blessures, on l'a vu l'année dernière Il avec fait pas le Neymar, retour ou on peut pas. il fait pas le demi, il fait pas le retour du quart ou il fait pas l'aller du demi. Non, Eh ben huitième et donc, quart. On n'est pas encore en quart. Pardon. Donc imagine un petit peu dans quelles conditions tu vas attaquer les confrontations. On ne peut pas faire l'économie de joueurs en fonction de nos possibilités financières et qui de toute façon ne feront qu'à renforcer un secteur qui est sinistré depuis l'hémorragie progressive depuis 2 ans. Si on prend deux milieux, ils ne seront pas en trop par rapport à l'année prochaine et ils nous empêcheront absolument pas de faire mieux l'année prochaine. Alors ça, j'en suis pas si sûr. On a vu que Crico pouvait être en trop. Quand on parle de Doucouré et Gay, perso, j'ai des sueurs froides. J'ai l'impression qu'au premier taureau, ils vont envoyer des parpaings en touche et qu'ils vont être vite écartés au bout d'un mois. Et si c'est pour mettre 40 millions sur Doucouré ou Gay, c'est 40 millions de perdus, encore plus dans un contexte du FPF. Donc j'espère qu'on va effectivement recruter, mais en trouvant une certaine justesse niveau qualité-prix. Et je suis d'accord dans ce que tu disais, pourquoi pas relancer Fabregas ou un Paredes s'il est à moins de 30 millions par exemple. Paredes, il est jamais à moins de 30 millions, il est au Zénith, il est pleinement titulaire et le club le laissera jamais partir pour 3 bouchées de pain. Fallait prendre Witzel à 20 millions cet été, voilà. Ça, c'est autre chose. Mais Paredes à 30 millions, tu l'oublies. C'est en tout cas, ça 50. fait c'est 6 minimum ans, 50. 6 ans qu'à chaque mercato, on a le même débat sur les milieux. C'est vaguement un peu moins cher que Brozovic. Et bien, entre Brozovic et Paredes, moi je prends Brozovic tous les jours. On verra ce que nous apporte le Père Noël à ce mercato. On espère que ça répondra à nos besoins sur le court terme et sur le long terme. Est-ce que pour vous, il y a d'autres postes où Paris a besoin de se renforcer dès cet hiver ou non, Rayas? Ah, c'est moi qui commence là-dessus. Pour moi, je vais te répondre avec une manière un peu trop leste. La question aurait été plus simple en mode quel poste n'a pas besoin d'évoluer? Parce que si on prend le gardien, il y a un problème. Si on prend les latéraux, il y a un problème. Si on prend le milieu, il y a un problème. Prenons en compte le fait que Cavani parte cet hiver et dans ce cas-là, on a Kylian Mbappé qui est le seul titulaire. Est-ce qu'on peut avoir Choupeau en deuxième meilleur attaquant? Non, c'est pas possible. Donc en fait, tous les postes ont besoin d'évoluer. Je parle d'urgence. Justement, tous les postes sont urgents. Mais à l'arrivée, l'urgence de l'urgence, c'est le milieu parce qu'en centrale, même en centrale, on pourrait envisager une évolution. Quoique Tourelle est en train de trouver des réponses par rapport à ça. Mais à l'arrivée, l'urgence, c'est le milieu. Mais si la question, c'est est-ce qu'il y a ailleurs, il y a des urgences, il n'y a pas un seul poste où il n'y a pas d'urgence au Paris Saint-Germain. Après, rappelons-le, ça fait quand que Leonardo est parti? Oula, il y a 3-4 ans maintenant. Plus que ça. Non, pas beaucoup plus. Par la première année de Blanc, il y a 5 ans. Ouais. Voilà. Et après 5 ans de gestion calamiteuse du mercato, il y a des manquements partout. Olivier? Vu la marge de manœuvre financière et les joueurs disponibles à cette période-là, moi je vois rien qui puisse apporter vraiment un plus par rapport à ce qu'on a.
comme le dit Drayas, la priorité absolue, c'est le milieu. Le reste, ça attendra le mois de juin. Ok, maintenant on va parler dans le sens des départs. Est-ce que vous avez des joueurs pour vous dont il faut se séparer, que ce soit des jeunes en prêt ou des départs, voire des résiliations de contrat, Olivier? Pour moi, je pense que si on peut les faire partir, il faut faire partir les inutiles qui sont Ressé et Diarra. Et Rabiot, si on est sûr que c'est vraiment fini avec lui et qu'on peut récupérer un peu d'argent, indemnité et économie de salaire, il faut s'en débarrasser. Pour les prêts, ça sera en fonction des possibilités. À mon avis, tous les jeunes, sauf Diaby, Nsoki et Nkunku, qui font partie de la rotation, tous les autres jeunes, si on a la possibilité de les faire progresser ailleurs, on peut essayer de les prêter. Arias, même avis? Pour Nkunku, peut-être pas. Dans le sens, enfin, faut voir à quel point nos besoins ont besoin de Nkunku ou si on peut laisser partir. Il est temps de laisser partir ce joueur, je pense. Pour le reste, grosso merdo, la même chose. Rabiot, moi j'aimerais vraiment qu'il parte cet hiver. Ça me fait chier de continuer d'entendre parler de lui. J'aimerais que ça devienne un problème catalan, mais a priori ça ne le deviendra jamais. J'en ai marre des histoires sur Rabiot. Il y a un temps où je l'ai défendu, j'en ai juste marre des histoires sur Rabiot. Ressé, il faut qu'il parte pour nous et pour lui. Il y a une interview sur Ressé qui a été traduite par Culture que je vous invite à lire. Qui est une très belle interview. Rare de voir un footballeur faire des interviews comme ça. On le voit beaucoup moins sur YouTube ces derniers temps. Il s'est vraiment ressaisi, lisez l'interview et il faut qu'il parte pour lui et pour nous. Là, s'il y a juste l'argument, il est bon pour le vestiaire. Après le reste, j'en sais rien, je m'en fous. Et pour les jeunes, comme dit Olivier, c'est juste une analyse de nos besoins. Et pour moi, le seul intransférable, c'est Diaby. Tous les autres, c'est en fonction de l'analyse de nos besoins. Et pour Christopher Nkunku, je pense qu'on est dans un cadre différent dans le sens où Christopher Nkunku, mine de rien, ça fait bien 2 ans qu'il joue dans l'équipe première, voire même 3 ans. 3 ans. Et il est temps pour lui qu'il parte. Donc si on peut le laisser partir, si l'effectif nous permet de le laisser partir, je pense qu'il faut le laisser partir. Très bien, on rappelle que Weah va être transféré très prochainement en prêt au Celtic. Je pense que c'est une bonne chose. Une dernière petite question, pas vraiment mercato actuel, mais on a prolongé donc les 2 gardiens, Areola et Buffon. Est-ce que vous espérez cet été un chamboulement à ce poste ou non? Pour moi, cet été, c'est le milieu. Et avant même de penser aux gardiens, il va y avoir un problème de latéraux. Quand tu penses que Kurzawa, il est juste aux abonnés absents et que t'as que le seul Bernat, que de l'autre côté, t'as Alves et un Meunier qui est pas rassurant. Et ensuite de ça, tu penses à l'attaque et t'as un Cavani qui va partir. Et pour moi, les gardiens, il faut garder le statu quo une année de plus et s'en occuper dans un an. Idéalement, si les attaquants, on peut garder une année de plus et s'en occuper dans un an. Si Icardi n'a pas prolongé, à ce moment-là, Icardi lui restera qu'1 an. Ce sera le moment parfait pour le signer. Mais clairement, les gardiens, ça devrait être une priorité dans un club qui fonctionne bien, mais on paye je ne sais pas combien d'années de gestion à l'envers, donc on a tellement d'autres priorités qu'on reste dans cette Il a placé son Icardi, il est content. Pour toi, Olivier, il faut s'occuper du problème dès cet été ou attendre un an comme ça. Avant Olivier, juste je me permets sur Icardi, parce qu'il m'a relancé dessus, je me permets juste, mais essayez d'imaginer 2 secondes, Icardi, Neymar et Mbappé. Enfin, on n'en est pas là, je te laisse dans tes fantasmes et dans tes rêves de Noël, même si Noël est passé. Ça serait fabuleux, mais c'est pas pour ce Noël-là, c'est le Noël de l'année prochaine. Ok, Olivier, ta réponse. Je crois que la réponse, le club l'a donnée. Il a prolongé Areola, il a laissé Buffon lever son option. Donc, il n'y aura pas de recrutement de gardien en juin. Je pense que c'est très bien, c'est sûr que ce n'est pas forcément la priorité des priorités. Eh bien, merci à vous deux pour ce bilan très complet de cette première moitié de saison assez prometteuse de la part de notre cher et tendre Paris Saint-Germain. Olivier, je te souhaite une bonne année 2019. Avec une dernière petite question, quelles sont tes bonnes résolutions pour cette saison ? Moi, j'ai pas grand-chose à changer dans une vie qui est tout à fait bien réglée maintenant. Donc, mes bonnes résolutions, c'est plutôt mes espoirs. J'espère que Paris va recruter les milieux qui lui manquent et qu'on va gagner la Ligue des Champions cette année. C'est peut-être la première fois que j'y crois depuis le départ de Carlo.
Très bien, Darius. Même question, résolution, par exemple, te désabonner de RMC Sport. J'ai plein de mauvaises résolutions en tête, mais j'ai envie de rebondir à ce que disait Olivier. Et c'est le paradoxe, oui. C'est le paradoxe, c'est que cette année, on a un peu envie d'y croire, mais en même temps, ça peut être la douche froide des Manchester United, donc il faut pas trop s'enflammer. Mais oui, oui, il y a des raisons d'y croire, il y a une cohérence dans l'équipe, il y a un enthousiasme dans l'équipe, et ça fait très très longtemps, enfin, on peut dire, enfin, cet enthousiasme dans l'équipe, on l'a jamais connu, en tout cas sous l'époque Qatari, même avec Carlo, il n'y avait pas un enthousiasme dans l'équipe comme il y a surtout chez Tourelle. Donc on a envie d'y croire, mais il faut raison garder parce que à partir des huitièmes, la confrontation commence à être sévère et il faut raison garder. C'est vrai que là, on a vraiment envie d'y croire, alors que Carlos, c'était un espoir d'y croire. C'est différent. Merci à tous, chers auditeurs, si vous êtes restés jusqu'au bout, et bonne année à vous. On se retrouve très vite pour fêter le premier podcast de la nouvelle année 2019. À bientôt. Bye bye. Salut tout le monde. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Ciao tout le monde.